Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines on résume, on analyse les émissions de la WWE. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Hell in a Cell 2022. On était à Rosemont dans l'Illinois, 12 834 personnes, c'était sold out à l'Allstate Arena. Pour m'accompagner, pour parler catch pendant un bon moment, je suis très heureux de retrouver mon ami de toujours, Giscal. Comment ça va, Giscal ? Ah, bonjour Ringside, bonjour à tous. Bah écoute, ça va très bien, très bien. Je suis très content de te retrouver aussi. Voilà, je fais la tournée, des retrouvailles. Après avoir retrouvé IRM, je retrouve un autre vieux comparse. Donc comment ça va très bien. Et toi, comment vas-tu ? Oh bah moi ça va toujours. La pêche. Toujours quand on vient parler de catch, je suis heureux. Sauf quand je fais la review de Hell in a Cell 2021. Encore une fois, je vous invite à aller un traumatisme vivace. Ouais. Bon. Il y avait que 12 000 personnes à Chicago, dis donc. Ça faisait plus de bruit que ça, je trouve. Ouais, alors il paraît que les catcheurs aiment beaucoup cette salle, l'Allstate Arena, parce que le public est souvent en feu. Mais effectivement, 12 834 personnes, ça fait pas grand monde, mais c'était sold out quand même. Mais bon, si j'ai bien compris, j'ai l'impression quand même que maintenant, ils prennent pas les salles en entier, hein, quand ils font des shows, du moins depuis la fin du Covid. Ça avait l'air un petit peu, je sais pas si tu as eu la même impression, mais un peu disposé bizarrement le Écoute, ring je par rapport. t'avoue, j'ai pas fait gaffe. Il y a Peut-être notamment un moment la où ils ont production m'a berné. taberné, peut-être. Il y a notamment un moment où on voyait les portes s'ouvrir derrière et les gens partir à l'extérieur. Ah merde. Mais, Tu bon. as l'œil. Après 12 000 personnes, ça reste raisonnable quand même pour un show, mais c'est vrai que ça faisait un petit peu petit pour un pay-per-view. Alors on vous a décrit la carte en long, en large et en travers. On vous a donné notre prono dans le pré-show. Hein, si jamais c'est pas encore écouté, vous pouvez peut-être aller l'écouter avant le gros pré-show qui est en ligne, hein, sur YouTube. Je vous rappelle qu'on est sur Twitter, hein, @catchupcdc aussi. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler de faire la review plutôt de Hell in a Cell. On va vous donner notre ressenti. On va pas tarder. Alors il y a plus de pré-show. Enfin, du moins il y a plus de match dans le pré-show, donc ça sert plus à rien de le regarder. Moi, je me suis fait avoir, tiens, tu vois, hier soir. Ah bah voilà, t'as regardé. Moi je me suis fait avoir la dernière fois. J'avais 2-3 trucs à finir au boulot. J'ai regardé le pré-show. Et en fait, j'ai vu que des vidéos. Ouais. Voilà, les vidéos que tu revois après dans le pay-per-view. Exactement. Je me suis bien fait avoir. Ouais. La raison, c'est que je crois Peacock, qui diffuse maintenant le network, hein, qui a racheté le WWE Network en quelque sorte, les droits de diffusion. Ils veulent pas qu'il y ait de match gratuit sur YouTube, hein, si j'ai bien compris. Oui. Donc, c'est pas bon pour le business. C'est pas bon pour le business, bah non. Puis finalement, on va pas s'en plaindre, hein, parce qu'on en avait un peu rien à foutre du kick-off, Oui. ouais. Hein, généralement. On va pas se On a mentir. les matchs qui sont annoncés sont dans la carte, et puis c'est tout. Hein. Du coup, on départ avec un gros opener. Rien moins que la triple frite pour le championnat du monde d'Euro féminin. Bianca Belair, la championne, défend son titre face à Asuka et Becky Lynch. 18 minutes 55 de match qui va clairement à 100 à l'heure. Hein. Becky Lynch, elle arrive encore avec une tenue absolument phénoménale, complètement excentrique, avec un espèce de serre-tête divisé en pièces de peinture, on dirait du Picasso presque. Asuka et Bianca Belair, classico, hein, mais toujours très classe. Donc ça va être festival de near fall, hein, dans tous les sens. Les grosses démonstrations de force de Bianca Belair. Becky Lynch tout en traîtrise, tout en technique, avec ses grandes descentes du cuisse, de la cuisse depuis la troisième corde. Et on a Asuka qui fait aussi de grosses démonstrations de sa rapidité, de son côté stiff dans le ring, son catch à la japonaise, là, avec des grosses souplesses, des grosses baffes dans la gueule qui s'enchaînent très très rapidement. Il y a un moment donné où elle sèche Becky Lynch comme ça, hein, avec un enchaînement de claques dans la face, de coups de pied et de souplesse suivis. Donc ça va dans tous les sens, jusqu'à ce que Becky Lynch réussisse à placer Becky Lynch réussit plutôt à placer son Manhandle Slam, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Ouais, c'est ça. Sur la pauvre Asuka, qui est sonnée, mais c'est alors que Bianca Belair rentre dans le ring, chope Becky Lynch, la balance à l'extérieur du ring et fait le tomber.
sur Asuka, sachant que au préalable dans le match, c'était un peu l'inverse. C'était Becky Lynch qui avait viré Bianca Belair du haut pour tenter un tombé, qu'elle n'avait pas réussi. On a eu tout un festival de near fall dans le match. C'était vraiment très dense. Ça allait à 100 à l'heure avec beaucoup d'enchaînements, beaucoup de contres, beaucoup de démonstrations de la part des 3 catcheuses. Est-ce que tu as été convaincu par cet opener, mon bon Giscal? Oui, j'ai été convaincu. Clairement, on était bien servis là. On a été bien servis. C'était une belle surprise, cet opener, à tous les niveaux, parce que bon, moi, je ne fais pas, je ne fais pas secret de mon désamour de voir souvent les femmes occuper la place d'une event. Tonton, si tu m'écoutes, désolé, hein, mais c'est vrai que j'étais plutôt content à plusieurs égards de les voir ouvrir le show, parce qu'en plus, déjà, je savais que ça allait être, parce que je suis pas non plus fou, hein, je savais que ça allait être un très bon match, et donc c'était une très très belle façon d'ouvrir l'émission. Et ça n'a pas loupé. Le public a plus que mordu dans le match, moi aussi. C'était ce à quoi on devait s'attendre. Ni plus ni moins, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'était un très très bon match. C'était pas exceptionnel, mais c'était de la même manière que le build n'était pas exceptionnel. Je pense que il manquait peut-être d'ailleurs, pour rendre ce match un peu fou, il manquait peut-être la pointe de suspense ou la pointe de storytelling qui je pense a été complètement absente de toute la route vers ce match. C'est peut-être ça qui les a empêchés de franchir vraiment le niveau au-dessus, mais sinon au demeurant c'était vraiment top. Moi je suis super content de retrouver Asuka, qui m'avait pas mal manqué finalement, qui a vraiment un style à elle, qui a une sorte d'aura qui est différente de toutes les autres catcheuses, et c'est vrai que ça me fait plaisir de la voir, parce que je trouve que c'est quand même assez rafraîchissant de la voir catcher dans une division féminine qui est pas forcément, moi c'est ce qui m'enchante le plus à la WWE. Mais Asuka, c'est vrai que j'aime beaucoup la voir, ne serait-ce que elle me faisait marrer même pendant l'annonce des compétitrices au début du ring, avec le ring announcer, et tu la vois, elle est complètement dans son monde, on a l'impression qu'elle est shootée. Elle dit, elle fait elle-même sa présentation, tu peux lire sur ses lèvres, elle est là, from Osaka, Japan, Asuka et tout. Donc elle me fait assez marrant, elle me fait beaucoup marrer. Bianca Belair qui reste toujours aussi impressionnante physiquement. Enfin, c'est vrai que elle aussi, tu vois, je disais, Asuka, c'est un petit vent de fraîcheur sur la division féminine. Bianca Belair, d'une certaine manière aussi, je trouve, a finalement réussi à gagner un petit peu mon intérêt, de par elle a une personnalité, elle a un style, elle est en effet extrêmement impressionnante dans les cordes, et elle arrive en effet à capter manifestement quelque chose qui fait que on sent que c'est un petit peu la WWE mise beaucoup sur elle, hein. Tu sens qu'elle elle captive l'audience, elle connecte bien, comme ils aiment bien dire là-bas. Donc ça, c'est top. Et t'as presque Becky Lynch qui est presque en retrait finalement de tout ça, qui a peut-être qui est un peu plus old school dans sa façon de catcher, mais qui est toujours aussi précise. C'est vrai que tu vois, il y a peut-être pas de move je me souviens pas forcément de passage particulier du match de Becky Lynch, mais je suis toujours bluffé à chaque fois de sa précision, de sa justesse dans sa façon de jouer son nouveau personnage là. Enfin bref, tout ça pour dire que ce cocktail à 3 a très bien pris. Si ce n'est peut-être ce finish, moi, qui m'a un petit peu chiffonné. Je sais pas, toi, ce que t'en as pensé. C'est vrai que le coup de la face qui gagne en heel dans un match où je trouve qu'elle aurait sans doute eu plus à gagner. Enfin, évidemment, c'est un pléonasme. Elle aurait eu plus à gagner clean. Mais je l'aurais bien vu profiter justement de faire face à deux femmes qui sont établie en quelque sorte, hein. Voilà, Asuka, même si elle a été écartée des écrans pendant un moment, ça reste Asuka. Becky Lynch, elle, évidemment que c'est la top star. Je trouve que Bianca Belair aurait gagné sur un triple threat, à avoir une victoire peut-être un peu plus décisive, et ne pas continuer toujours à jouer sur cette ligne jaune, à tergiverser. Ça a été un peu l'histoire de ce booking, hein, qui a été 50-50 ou 33-33-33 pour faire la triple threat pendant toute la road. On continue à pas vouloir y aller vraiment à fond. Je trouve que c'était un peu dommage. C'était une petite occasion manquée. C'est peut-être le point noir pour moi, ça. Ouais. Mais on remarque qu'on sait manier les chiffres à catch-up quand même. Oui. Ouais, donc je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, le final, ça aurait été peut-être bien, par exemple, d'impliquer le Green Mist d'Asuka
dans l'histoire. Peut-être Ouais, qu'elle aurait pourquoi pu pas. asperger quelqu'un et puis que ça aurait Mm. profité peut-être à Becky Lynch, à un micmac. Là, c'est Mm. sûr que d'avoir la babyface qui vole la victoire un petit peu à Becky Lynch, quelque part, ça fait pas trop briller Bianca Belair, mais en même temps, d'avoir une babyface qui est pas cruche, qui se laisse pas avoir, Oui, parce qu'on voyait c'est aussi sûr. ça aurait été l'inverse, on aurait dit c'était gros comme une maison de voir Becky Lynch voler la victoire à Bianca Belair. Et du coup, on évite d'avoir une babyface trop tartignole, trop cruche. Non. D'ailleurs, elle fait une Et petite mimique qui est assez marrante au moment de faire, ouais, juste après le tombé, justement, le ouais, tombé victorieux. Elle fait, bah, voyez, regardez, moi aussi je peux le faire. Enfin, exactement, ouais. exactement. Et ça, c'est très bien vu de sa part. Mm. Et ouais, du coup, moi, ça m'a pas choqué plus que ça le finish. Je le voyais de toute façon pas Bianca Belair perdre. Je pense pas que c'était le moment de Non. la faire perdre de toute façon. C'est quand même très difficile d'avoir une babyface populaire. Alors, c'est un peu plus simple avec les femmes, mais souvent, au bout d'un moment, quand même, le public il se retourne contre le babyface. Hein. Mm. Généralement, organiquement, ça arrive assez souvent, surtout si tu lui fais faire des victoires ou des défaites. Voilà, sur des bêtises où ils ont l'air d'être un peu bas de plafond, quoi, le babyface. Donc, il vaut mieux avoir une victoire, là, pour le coup, à l'intelligence. Il va falloir que Becky Lynch, elle fasse mieux que ça pour réussir à récupérer sa ceinture. Becky Lynch, c'est pas grave si elle perd, au final. C'est Non, plus, Becky Lynch, c'est pas grave si elle perd. voilà, c'est un peu plus délicat pour Asuka de se retrouver dans cette situation, mais si ça se trouve, c'est elle qui va être la prochaine first contender quand même. Parce que là, de toute façon, cette rivalité-là, Madame, elle a ouais. été faite à la va-vite. Hein. Ouais. Le problème Suite, de ce finish, c'est que du coup, Asuka a plus beaucoup d'arguments à faire valoir quand même là, mais c'est pas c'est faux, elle mais qui. ouais, Ouais. ça les a jamais Bon, ça arrêtés. les a jamais. Non, c'est ce Hein. que j'allais dire, ça les a jamais arrêtés. Il suffira d'une victoire à Monday Night Raw lundi pour la remettre en selle. Ça reste une ancienne championne de toute façon. Asuka, ils l'ont Oui. tellement bien construite, Asuka, au final, que à Hmm. chaque fois qu'elle arrive, c'est l'attraction. Et en plus, ils arrivent à passer outre le fait qu'elle parle pas anglais. Je l'avais dit dans le pré-show, ou je sais plus quand, mais pour moi, Asuka, ils ont réussi à faire ce qu'ils auraient dû faire avec Shinsuke Nakamura du côté des Ouais, hommes. exactement. Hein. Hmm. Quand elle arrive, on sait qu'elle est dangereuse. Quand elle catch, c'est toujours super spectaculaire. Donc Ils ont voilà. toujours bien réussi à trouver, en effet, le bon Mm, curseur entre ridicule et en même temps dangereux. Enfin, tu sens mm. qu'elle est assez instable. Ouais, ouais. Alors que malheureusement, C'est Nakamura, on sent jamais le danger. non. Ouais. Et voilà, quand il arrive, c'est pas. Alors, il y a toujours sa musique qui fait qu'il est populaire et tout ça, mais ça suit pas après quand le match démarre. Généralement, ça s'endort un peu, alors que c'est pas le cas quand il y Non, a en Asuka effet. dans le ring, généralement. Hein. Et on l'a encore vu là, le public a particulièrement bien suivi le match et on avait une très bonne ambiance pour commencer. Voilà, donc bon, bah, Bianca Belair, grande gagnante. De toute façon, ouais, comme je disais, cette rivalité, elle avait été construite à la va-vite suite à l'incident avec Sasha Banks et Naomi, donc qui ont refusé de suivre le scénario de la WWE, elles sont actuellement suspendues. Donc du coup, bah, on crée cette triple frite à la va-vite. Et là, ce qui est pratique, c'est qu'ils ont vraiment les meilleures catcheuses du monde, quoi. Oui, Quand tu mets Bianca c'est vrai Belair, que Asuka et Becky Lynch dans le même match, ouais. finalement, ça se fait tout seul. Hein. Becky Lynch, c'est un peu le général. Bianca Belair, c'est la rookie qui veut en démontrer et qui a les capacités d'en démontrer. Parce qu'elle est quand même hyper spectaculaire dans le ring quand elle fait ses démonstrations de force. Là, quand elle a soulevé Becky Lynch qui tentait Ouais, de lui c'est vrai que faire c'est impressionnant. son armbar, Ouais. c'était quand même quelque chose. Et puis derrière, Asuka, Asuka, c'est pas loin d'être la C'est le meilleure factor catcheuse X. de. Ouais. Voilà. Elle a quand même un catch qui est Non, non, mais en effet, créatif, hyper propre. Et puis c'était c'est ça, c'est rythmé. que c'est Mm. là où tu te rends compte, en effet, du talent. C'est un truc écrit à la va-vite avec 3 semaines de promo quasi inexistantes, Mm. tenues presque à bout de bras par Becky Lynch, parce que c'est vrai que c'est un peu quand même la seule qui est capable de faire des vrais promos. Mm. Et puis après, tu les fous les trois dans le ring, tu secoues un peu, et puis ça te fait un super opener. Et il n'y a rien qui bouge, quoi. Donc Mm. Mm. c'est Ça, carré. ça, c'est bon. Nous, toi comme moi, on n'est pas très fan du catch féminin, mais il faut quand même reconnaître que Ah bah oui, 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 il faut WWE, reconnaître. Ouais. c'est leur grosse C'est ce qui réussite se des fait de mieux. dernières années quand même. Hein. Mm. Ouais, ouais. Et c'est ce qui se fait de mieux par rapport au reste de la concurrence. Effectivement, on ne le dira jamais assez. Voilà, bon, bah, les suites des aventures de Bianca Belair la semaine prochaine, enfin lundi à Monday Night Raw. Et on va voir si Becky Lynch arrivera à rebondir, tout comme Asuka. On enchaîne avec un petit passage vidéo
Je suis sûr que ça t'a grandement plu. Pour précéder le match qui va opposer Bobby Lashley à Omos et MVP, car c'est bien un match handicap 2 contre 1 qu'on aura ce soir. Et on a donc une belle petite vidéo où on vient demander à MVP pourquoi il en veut à Bobby Lashley, quelles sont les raisons de toute cette histoire. Et là-dessus, on a un super rap de MVP qui nous explique toute l'historique, toute la carrière de Bobby Lashley, toutes les raisons de cette rivalité entre lui et son ancien poulain. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un rap comme ça, Ah une ouais. petite séquence musicale. Bah non, attends, enfin, j'étais bluffé, c'était quali, hein, franchement, c'était pas mal. Bah ouais, non, c'était loin d'être dégueulasse. Attends, MVP, qui posait son ouais. flow, tranquillou. Ils se Non, sont fait non, plaisir, les mecs. ils m'ont presque, avant le match, il m'a presque fait douter. J'ai eu un peu peur, tu vois, Ouais, moi aussi. sur mon pronostic. MVP champion, qu'est-ce que c'est? Le grand Qu'est-ce retour que ça veut de dire? Push. Main event de WrestleMania, je ne sais pas. Ouais. Ouais, alors j'ai tendance à soupçonner qu'ils ont fait toute cette rivalité uniquement pour que MVP puisse placer sa chanson, hein, mais Il serait capable en plus. Hein. c'est capable, ouais. Et il y a eu une petite séquence aussi backstage, je crois, avec Cédric Alexander qui venait un petit peu discuter avec MVP qui a dit à Cédric Alexander clairement c'est fini, hein, le Hurt Business. Maintenant c'est terminé, rentre chez toi, on n'a pas besoin de toi, avec Omos qui a appuyé le coup une dernière fois en lui disant maintenant c'est le temps de t'en aller, hein, mon bon Cédric. Donc voilà, c'est le Hurt Business, si vous vous posiez la question, c'est définitivement fini. Et puis peut-être que Omos et MVP, c'est peut-être définitivement fini aussi, puisqu'après 8 minutes 25 de match, malgré l'intervention quand même de Cédric Alexander, qui a visiblement pas l'air de comprendre, même quand on lui explique clairement que quand c'est fini, c'est fini. Alors il était peut-être venu à attaquer Omos, hein, mais c'était pas. Oui, c'est ça, c'était pas net, mais en effet, net. il était venu attaquer Omos plutôt, j'ai l'impression. Ouais, voilà. Donc bon, bah Omos lui a chokeslamé comme il se doit. Et bon, donc on a eu 8 minutes 25 de match où Bobby Lashley a réussi à défoncer à peu près tout le monde. Il s'est quand même pris un espèce de spire, ou du moins une grosse poussette de Homos à l'extérieur du ring à travers la barrière d'insécurité. Mais ça n'a pas suffi à l'arrêter puisqu'il a réussi, je crois bien, à faire un spear à Homos qui est parti à l'extérieur du ring. Et après, il a piégé MVP dans le Hurtlock. Et MVP a été obligé d'abandonner. Il a tapé pendant que Homos a été définitivement séché à l'extérieur du ring. On l'a subi un petit peu, hein, cette rivalité qui aurait dû se terminer dès le premier match. Mais est-ce que quand même on a réussi à être un petit peu entertainé, comme on dit? Bah écoute, oui. Quand même, hein. Étrangement, oui. Et pourtant, il y avait beaucoup de. Enfin, il y avait tous les ingrédients pour que ce soit vraiment pourri. Ouais. Il y avait Homos et MVP déjà. Pour commencer. MVP qui a catché, Homos voilà, qui est aussi agile que le Great Khali. Exactement, il y avait cette stipulation qui est vraiment pourrie. J'accroche pas du tout au match à handicap à 2 contre 1 où l'équipe de 2 doit taguer. Je trouve que c'est pas naturel. Il y a un truc dans le flow du match qui va pas. C'est censé être un avantage alors que finalement. C'est pas net quoi. Donc ça aurait dû, comme tu l'as dit, ça aurait dû se finir en un match en fait. Mais on était typiquement dans une feud de transition pour Bobby Lashley. C'est des feuds de rebond comme il y en a des dizaines hein, dans les années, dans les carrières de mecs comme ça où il faut de temps en temps quand le haut de l'affiche est bouché, bah tu leur envoies un gros à cogner pour qu'ils restent relevant un peu là, enfin voilà, qui reste crédible, qui reste avec du momentum. Et là, le problème, c'est que finalement, la feud, elle était en train d'être contre-productive parce que c'était presque en train de casser le momentum de Bobby Lashley, puisque des fins de match en autre boudin, des décisions un peu 50-50. On a l'impression qu'il voulait faire traîner le truc, il voulait donner un petit peu de crédit à Homos alors que c'est pas du tout le sujet. Enfin, on comprenait pas trop où est-ce qu'il voulait en venir. Et on arrive enfin à ce match qui aurait dû être quasiment même peut-être le premier et qui
malgré tous ces mauvais ingrédients, eh ben écoute, j'ai trouvé a été plutôt bien exécuté. C'est-à-dire que, bah ouais, pendant 6-7 minutes, je me suis plutôt bien marré à revoir ouais, Lashley rentrer dans l'art là, de cette montagne et à avoir enfin son payoff à la fin avec ce Hurtlock sur MVP. Il y a eu un petit peu d'overbooking avec les interventions de Cedric Alexander, la barrière, comme tu l'as dit, qui a explosé, c'était impressionnant. Voilà, deux trois spots saupoudrés à droite à gauche, un finish bien propre, bien carré, bien fin de feud. Écoute, voilà, tu vois, j'attendais rien de ce match et je dis pas que c'est du 5 stars, hein, mais c'est Ouais. au moins c'est une bonne fin de feud comme elle aurait déjà dû avoir le lieu, mais au moins ils l'ont fait. C'est pas parce qu'ils auraient pu aussi faire n'importe quoi. Ouais. Donc ça s'est bien terminé. Bobby Lashley est un gros dur à cuire et il va pouvoir enfin aller faire autre chose. Ouais. D'ailleurs, il se saisit d'une ceinture dans le public, Ouais, ouais, ceinture de ouais, ouais. tampon, là, une réplique pour la brandir face à la foule qui est en furie. Hein, il est très Et très très oui, populaire, la oui, Bobby et Bobby Lashley. Hein. Lashley qui est très populaire. Non, c'est pour ça, il était grand temps que ça se termine pour qu'il puisse faire autre chose. Mais d'ailleurs, voilà, hein, manifestement, c'est peut-être le meilleur baromètre au-delà de notre avis, c'est que, bah écoute, ouais, la foule est vraiment à fond dans ce Bobby face. Et Ouais. bah écoute, grand bien leur en face. Il est en effet très impressionnant et, et voilà, on va enfin pouvoir voir autre chose. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir Lashley comme ça au top avec la foule parce que ça n'a pas été simple pour lui. Hein, sa première Mm. carrière, la WWE, ça s'est un peu terminé sur un échec. Depuis qu'il est revenu, c'était pas gagné non plus. Mais là, voilà, sur les derniers mois, sur la dernière année, il a vraiment réussi à voilà, attraper l'amour du public, à faire la connexion. Et ça fait plaisir de voir un Golgoth comme ça parce qu'il avait quand même tout pour être. On n'a jamais Ah oui. compris ce désamour trop du public envers Lashley. Oui, C'est sur le toujours. papier, c'est vrai il a tout, sauf peut-être la promo qui est jamais exceptionnelle. D'ailleurs, on l'a vu, il y a eu une petite vignette un peu plus tard, après le match, où il discute avec Cedric Alexander. Il lui dit bon, c'est bien, t'as fait le bon choix, bonhomme, mais bon, maintenant, c'est la dernière fois. Hein. Par contre, t'oublies pas, c'est la dernière fois que tu interviens dans un de mes matchs, hein, parce que sinon, ça va mal se passer. Je trouvais ça assez sympa, mais tu sens quand même que il y a un Ouais. petit déficit de charisme, c'est un peu dommage, mais. Ah, c'est pour ça que l'alliance avec MVP, c'était le meilleur choix. Hein. Ah oui, ah Euh, oui. MVP au micro, c'est quelque chose quand même. Et ouais, ben on va voir le Bobby Lashley en solo. Qu'est-ce que ça va donner? Alors peut-être une petite rivalité encore de transition avec Cedric Alexander. Ouais, le problème, Peut-être, c'est peut-être. qu'effectivement, c'est un peu bouché vers le haut, puisqu'il y a Hmm. Roman Reigns étant un petit peu en balade de ci de là. D'ailleurs, j'espère qu'il est vraiment en balade, hein, qu'il n'est pas une rechute ou quelque chose comme ça, hein, Roman Reigns, parce que Oui, 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 en effet. c'est quand même inquiétant, mais on va croiser les doigts. Voilà, en tout cas, Bobby Lashley, il conserve sa place de main eventer potentiel et de mec qui peut tranquillement tourner autour de la title picture avec un match très propre. Bon, Omos, malheureusement, pas trop d'évolution au niveau de son catch. Non, Le passage quand non, même non. où il défonce Lashley à travers la barrière, il se permet de rester debout, quoi. Il tombe pas. On sent qu'il a pas envie de trop bumper. On sent que c'est pas Non. simple pour lui. Il est quand même très grand. Hein, Ouais, ouais, voilà, et ouais. quand C'est un t'es très physique quand grand, même particulier, quoi. ça donne pas forcément beaucoup de souplesse, beaucoup de. Ça, il faut pas rêver non plus. On a eu quelques. Ben, c'est là que tu vois la particularité du Big Show d'un mec comme ça. Tu vois, Ouais, absolument. c'est pas donné à tout le monde. Vraiment d'être à la fois grand comme ça et agile dans le ring. Donc, ben voilà, on va lui laisser encore le bénéfice du doute un peu, mais bon, on voit bien qu'Omos, ça ira pas beaucoup plus loin que ça. Alors, on n'est pas à l'abri d'un règne de champion quand même d'Omos, sorti de nulle part, hein, comme le Great Khali à l'époque, quoi. Ouais, 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 ils sont capables de Donc, capitaliser. Alors, pour un mais- titre suprême, je sais pas, mais. ouais, peut-être plus maintenant parce que c'est vraiment Ouais. bouché au niveau du titre suprême. Hein, Mm. c'est accaparé par Roman Reigns. Mais voilà, un petit championnat US à un moment donné, peut-être, ou quelque chose comme ça. À voir s'ils vont pas s'en débarrasser aussi rapidement, parce que maintenant, c'est fini aussi les contrats qui duraient Ouais, ad tout vitam est possible. aeternam. Mm. Et puis dès qu'il y a un autre grand qui arrive, visiblement, ils font partir le grand qui était là. Hein. C'est bien pour ça qu'ils ont laissé partir le bon Braun Strowman. Hein. Moi, c'est ça qui m'embête avec Homos, c'est que ils ont viré Braun Strowman à cause de lui, quoi, presque. Hein. Mm. C'est un peu Ouais, dommage c'est vrai. derrière de pas avoir un mec qui évolue un petit peu dans le ring. Mais bon. En tout cas, voilà, bon, c'était beaucoup mieux que ce à quoi on s'attendait.
Et on était très contents, même si moi, j'avais pas trop de doutes. Bobby Lashley, MVP, ils savent booker des matchs. Hein. Ils ont suffisamment d'expérience. Encore une fois, hein, c'est là que tu vois l'intelligence de booker des mecs qui ont de l'expérience, en fait. Hein. Ouais, c'est ça, c'est qu'ils arrivent en fait à cacher un petit peu, Mm. faire un peu Bon. cache-misère sur les défauts et à bien mettre en valeur les forces de chacun. Voilà, donc là, elles étaient pas nombreuses, mais ils ont bien joué dessus et écoute, ça fait un petit match de milieu de pay-per-view qui est Ouais, tout à fait regardable. bien placé en plus en deuxième, Ouais. en deuxième match, donc comme ça. Très très bien. Bravo à tous. On enchaîne avec encore une petite rivalité de bas de cartes, mais qui nous a fait bien marrer celle-là. Au fil des semaines, c'est Kevin Owens qui affronte Ezekiel. Le match a duré 9 minutes 20, donc il a duré plus longtemps que le match handicap d'avant. Ça commence très vite parce que Ezekiel profite que Kevin Owens est un petit peu enragé pour attaquer direct avec un running knee directement dans la face. Il grimpe tout de suite sur le poteau, il fait sa descente du coude à la Macho Man. Il a quasiment le match gagné, 1-2, mais non, Kevin Owens se dégage. Et après, c'est parti pour un match, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un joli déroulé de Kevin Owens, beaucoup de patates dans la gueule d'Ezekiel, hein, qui joue quand même la force. Hein, il va se manger le poteau à l'extérieur du ring quand même à un moment donné. Hein, Kevin Owens, il sait y faire. Et ça continue comme ça, à toi, à moi, jusqu'à ce que Kevin Owens réussisse à piéger Ezekiel dans la pop-up powerbomb. 1, 2, 3, on ne se relève pas de la pop-up powerbomb. Victoire de Kevin Owens. Voilà, Ezekiel le rookie qui a sa place au pay-per-view, mais qui est obligé de s'incliner face au vétéran Kevin Owens. La vengeance de Kevin Owens qui était devenu presque fou par cette histoire de Ezekiel, hein, on vous le rappelle, qui est le frère de Elias, à moins que ce ne soit vraiment Elias, on ne sait pas, Kevin Owens n'est pas convaincu, lui il pense que c'est vraiment Elias. On n'aura pas la réponse à cette histoire ce soir, on est toujours dans le doute. Mais en tout cas, Ezekiel ne réussit pas à s'imposer face à Kevin Owens. Alors toi comme moi, on avait pronostiqué une victoire de Kevin Owens, hein, on est un peu, Ouais. on n'est pas très content de ce résultat, mais est-ce que tu es content du match quand même? On avait pronostiqué une victoire d'Ezekiel, tu veux dire. Mais oui. Oui, on avait oui, Ezekiel, pardon. Ouais, en effet, c'est mon faux pas de la session aussi. Ouais, raté, mais bon, pas mécontent de m'être trompé, on va dire, parce que je te cache pas que c'était un petit pronostic un peu à contre-cœur quand même. Ça me faisait un petit peu mal au cœur quand même de voir Kevin Owens perdre en pay-per-view contre Ezekiel. On va pas se mentir, même si j'aime beaucoup leur rivalité, moi ils me font mourir de rire. Voilà, il faut peut-être, venu le moment sérieux des mandales dans la tronche, il faut quand même arrêter de rigoler. C'est Kevin Owens, c'est quand même autre chose, quoi. D'ailleurs, la comparaison faisait un petit peu mal, hein, parce que c'est vrai que pendant tout le match, on a vu quand même les 3, 4, 5 classes d'écart qu'il y avait entre les deux. C'était assez flagrant, le déséquilibre. Ezekiel qui s'est plutôt bien battu. J'ai trouvé que le match à la limite était pas si mal écrit que ça pour lui, parce que voilà, ce hot run en début de match était assez sympa. Comme tu l'as dit, avant que ça se transforme en un match un petit peu plus classique, il y a eu ces 2 premières minutes un peu folles où il nous a quand même lâché quelques petits high knees, des coups de genoux sautés, et des petits mouvements en haut de la 3e corde, des trucs. Enfin, il était un peu fou là, et c'était sympa à voir. Et puis après, on est rentré en effet dans quelque chose d'un petit peu plus classique où Kevin Owens a déroulé et a eu une longue période de domination. Et puis après, tu sentais que c'était vraiment lui qui portait le match. Et il gagne assez logiquement derrière. Alors moi, j'ai pas vu le temps passer. J'étais assez surpris de voir que le match avait duré plus de 9 minutes. Encore une fois, pas du grand catch, mais j'ai trouvé à la manière du match précédent, un match qui est bien écrit, bien travaillé et qui joue sur les forces de chacun sans mettre en difficulté aucun des deux. Kevin Owens, c'est pas compliqué. Et puis voilà, on sent que ça doit être vraiment caviar de catcher avec un mec comme Kevin Owens qui peut vraiment tout faire. Il y a une superbe moonsault, springboard moonsault là, de la 2e corde depuis le coin du ring. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu faire des trucs comme ça. Owens, donc c'est vrai que d'ailleurs il s'est un peu régalé. Il nous a lâché toute sa palette. Hein. Il nous a vraiment tout sorti. Et donc bon, après à la fin, je sais pas quoi en penser parce que c'est vrai que autant j'ai adoré cette feud, moi me régale toutes les semaines. On en avait parlé avec Irem. C'est un petit peu ma fashion police revisitée. C'est le petit moment, le petit bonbon de l'émission que j'adore retrouver toutes les semaines.
Et là, j'ai pas trop compris ce qu'il cherchait à faire. C'est-à-dire que c'était, bon bah voilà, victoire de Kevin Owens, assez décisive. Euh, Ezekiel qui a réclamé quelques fois pendant le match, dis mon nom, Mm. tout ça. Il cherchait une sorte de validation que Kevin Owens a jamais voulu lui donner. Mais derrière, cette victoire nous apporte pas non plus énormément de choses. Donc, écoute, je sais pas comment est-ce qu'ils vont continuer cette histoire, parce que je pense qu'ils ils vont pas s'arrêter là. Mm. Je sais pas quel est le nouvel angle qu'ils vont trouver, en tout cas pour poursuivre donc ce développement de personnage d'Ezekiel. Mais voilà, en tout cas, toujours est-il que ce match m'a bien fait marrer, cette feud m'a bien diverti. Donc contrat rempli, sans fioriture, sans exceptionnel, mais contrat rempli. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, prochain pay-per-view, enfin, ou Premium Live Event, comme on dit maintenant, Mhm. c'est Money in the Bank, si je dis pas de Ah ah, bêtises. Donc, c'est pas impossible qu'on les retrouve noyés dans le Money in the Bank, les possible en dollars. effet. Euh, Moi, je pense qu'au final, tout ça, c'était quand même juste pour mettre Kevin Owens over un petit peu. Que ça se termine quand même Ok. sur lui en gros plan avec sa face de mec énervé. Voilà, Ah pour nous oui, rappeler oui, que on peut le tourner en bourrique, on peut le faire tourner en mais bourrique, mais à la quand fin, c'est quand sérieux, même, c'est sérieux. voilà, c'est pas impossible qu'il vous claque une pop-up powerbomb et puis que ce soit fini pour vous. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ezekiel, voilà, je pense qu'il sera là dans les weekly. Visiblement, il parie pas plus que ça sur lui. Ils ont l'air d'avoir compris que c'est pas non plus un mec sur lequel ils vont pouvoir miser plus que ça, ce qui est plutôt rassurant quelque part, hein. Donc Oui, voilà, moi je pense parce que Kevin Owens il sort quand même d'un main event de WrestleMania avec Steve avec Austin. Steve Austin quand même. Donc Donc oui, c'est sûr que. maintenant on le savait déjà depuis un moment qu'il comptait sur lui, etc. Je pense que lui il va continuer à compter à la WWE dans les années qui viennent et qu'on va le revoir de temps à autre dans des grosses rivalités. Donc voilà, sur un pay-per-view comme ça, Ezekiel, ils en feront sûrement pas grand-chose derrière. Donc autant quand c'est l'heure du Premium Live Event, faire un peu briller Kevin Owens sur une rivalité comme ça mange pas de pain, hein. T'as raison. C'est ce que réclament souvent les Smarks et compagnie, respecter nos catcheurs qui méritent. Ben voilà, Kevin Owens il mérite. C'est vrai, Il est tu as raison. Tu vois, respecté. c'est un discours que j'avais pourtant tenu à l'époque avec Bobby Lashley face à Omos. Je disais, faut arrêter d'essayer de voir quoi que ce soit dans les petits momentum d'Omos et tout. C'est avant Mm. tout pour faire briller Bobby Lashley. Je me suis fait, je me suis sans doute fait outsmarter sur ce match à essayer de voir des choses qui, en effet, je pense qu'en oui, oui, tu as sans doute raison. Ezekiel, La il est là finalité de cette feud. pour qu'on La rigole finalité de chaque cette semaine. feud, c'est avant tout Kevin Owens. Ouais. Ezekiel, champion 24/7 bientôt. Puis voilà. Voilà, exactement. Bon voilà, bah, encore une réussite ce petit match qui payait pas de mine. Alors, la grosse storyline de Monday Night Raw, toutes les semaines, hein, de Monday Night Raw et de Twitter aussi, hein, parce qu'on se demande qui sera le prochain. Le Judgment Day, le clan de Edge, où on retrouve Damian Priest et Rhea Ripley, affronte l'espèce de rip-off du Bullet Club, AJ Styles, Finn Balor et Liv Morgan. Donc un 3 contre 3 mix, hein, comme on dit. Avec une grosse entrée quand même pour le Judgment Day, hein. Ça claque quand Toujours. même Ouais. quand ils débarquent. Des petits changements de costume un petit peu pour Rhea Ripley là, qui vient avec une petite touche de violet. Et donc bah, on a évidemment un gros match avec effectivement pas mal d'interactions entre Finn Balor et Damian Priest. Jay Styles, il s'occupe plutôt de Edge en termes général. Edge qui est un petit peu en retrait quand même. C'est surtout Liv Morgan et Rhea Ripley un petit peu qui font le spectacle. Donc ça va dans tous les sens jusqu'à ce que Finn Balor réussisse à piéger Edge et après lui avoir séché avec ses coups habituels, son petit déroulé habituel. Il va monter sur le coin de la troisième corde pour tenter le coup de grâce. Il va être interrompu par Rhea Ripley qui va se placer devant Edge, donc Finn Balor va pas pouvoir exécuter son saut. Rhea Ripley va être mis hors circuit par Liv Morgan. Et Finn Balor va tenter du coup son coup de grâce, mais c'est trop tard. Edge va esquiver et il va lui placer son spear. 1, 2, 3, victoire du Judgment Day.
un peu plus tôt dans le match, Edge avait déjà tenté le spear sur Finn Balor qu'il avait contré avec un petit paquet. C'était très joliment exécuté. Oui. Bon, il y avait tout qui était très joliment exécuté dans ce match. On a eu une Liv Globalement, ouais. Morgan plutôt à l'aise. Étrangement, oui. Ouais, bah ça va, elle progresse de plus en plus. Rhea Ripley, c'est du solide. Après, moi, il y a un truc qui m'a gêné. Je vais te donner la parole, hein, mais il y a un truc qui m'a gêné dans le match, c'est qu'à un moment donné, on n'avait plus que Rhea Ripley et Liv Morgan au milieu du ring. Ouais. Pendant un petit moment, et là, j'ai vraiment senti tout de suite que le public commençait à lâcher. Bon, ça moi aussi d'ailleurs. ça n'a pas duré éternellement, mais après, ça a repris. Voilà, moi, je pense que ça, c'est les limites du mixed tag team match. C'est vraiment un truc qu'il faut pas trop abuser. J'espère qu'ils en feront pas une habitude avec le Judgment Day. Mais sinon, bon, pour le reste, c'était quand même très propre à mon avis. Je sais pas si tu me suis là-dessus. 16 minutes de match là-dessus. Ouais, un long match. Mais écoute, non, c'était un bon match. C'était un bon match. Je suis assez content et assez rassuré, on va dire, de voir ce que donne ce trio dans le ring, que j'ai trouvé assez convaincant, parce que c'est vrai que j'ai pas été, je m'en suis pas caché, j'ai pas été un grand fan jusqu'ici de ce qui se passe avec le Judgment Day. Ouais, ça fait très écrit le Judgment Day. Ouais, voilà, c'est-à-dire que bon, l'arrivée de Rhea Ripley à Backlash, c'était très très sympa, c'était un beau moment. Les promos qui ont suivi pour moi ont été extrêmement décevantes parce que on avait du mal à voir l'intérêt du groupe, hormis d'attendre la prochaine arrivée, quoi. C'est-à-dire que hormis exister juste pour au prochain qui va les rejoindre au prochain pay-per-view, on avait du mal à discerner vraiment. Les promos de Edge et du groupe étaient on ne peut plus plates, et il y avait pas grand chose qui se passait encore dans le ring, parce que forcément ils allaient pas lâcher leur premier match à 3 en weekly, donc il fallait patienter. Donc voilà, cette première apparition du trio dans le ring m'a bien convaincu. J'ai trouvé qu'il y avait une belle dynamique. Rhea Ripley toujours aussi convaincante. Moi, je trouve qu'elle elle est vraiment top. Damian Priest commence à me convaincre petit à petit. Je trouve que c'est de plus en plus intéressant, et en tout cas solo j'ai du mal, mais là dans un trio comme ça, je trouve qu'il est pas inintéressant. Bon, Edge toujours impeccable, toujours un plaisir à suivre, même s'il a pas fait grand chose. C'est vrai que tu t'en as parlé, il a été assez en retrait dans ce match, et c'est autre chose d'ailleurs que j'ai plutôt bien apprécié. C'était que jusqu'ici, il y en avait que pour Edge, d'une certaine manière. C'était son groupe, c'était un peu son histoire. Et alors, son histoire, après, pauvre histoire, mais en tout cas, il essayait de nous raconter quelque chose de son côté. En weekly, mais donc voilà, en fait, de toute façon, tout le match était vraiment orienté pour nous faire découvrir ce trio, et je trouve que en ce sens, le match a plutôt bien fonctionné. Liv Morgan, perso, moi elle progresse, mais c'est vraiment pas ma cam du tout. Et en effet, si on pouvait stopper, bon, on a compris, voilà, qu'elle était triste, elle s'était fait trahir par Rhea Ripley, bon. Entre-temps, elle s'est fait coucher une fois déjà. Si ça pouvait se terminer, ce serait bien. Et en effet, comme tu l'as dit, le temps mort du match, c'est le moment où elles se sont retrouvées toutes les deux dans le ring, parce qu'on s'en fout un petit peu, quoi. Enfin, c'est terminé. On l'a déjà trop vu. On l'a déjà trop vu, c'est fini, donc arrêtez. Donc je pense qu'ils auraient pu se passer de ce petit moment-là, mais bon, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau dans un match quand même d'un gros quart d'heure qui a été très très qualitatif. Et autre point positif, après je m'arrêterai là, hormis cette dynamique de trio, c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas eu forcément un nouveau coup de théâtre, une nouvelle arrivée, un nouveau cliffhanger de malade. Je pense que c'était bien que ce pay-per-view soit vraiment focalisé sur l'aspect vraiment catchesque de la faction, qu'on découvre un petit peu leur style à 3, qu'ils aient une victoire vraiment décisive, bien propre dans leur style à eux, avec des petites tricheries, des jeux, des mind games et tout, c'est bien. Et pas qu'il y ait une nouvelle encore arrivée, parce qu'après ça devient un peu pavlovien, c'est-à-dire que tu vas t'attendre quasiment tout le temps à ce qu'il se passe un truc comme ça, et tu casses un petit peu, je trouve, la fantaisie, la surprise qu'il pourrait y avoir si peut-être même pas dans le prochain, peut-être dans 2 pay-per-view, tu vois, il y a une nouvelle arrivée.
Je pense qu'il gagnerait justement à arrêter de mettre un petit peu le focus sur bah, qui va les rejoindre, qui va les rejoindre, qui va les rejoindre, parce que finalement tout le monde ne parle que de ça Mm. et je trouve que ça perd un peu, ça siphonne un petit peu l'énergie ou le storytelling qu'il pourrait y avoir autour de l'équipe, donc j'étais pas mécontent de ça non plus. Exactement. Ouais, c'est vrai que c'est pareil, c'est la frustration, mais finalement pas tant que ça du fan de base, du Smark, hein, qui attendait Mm. la trahison de Finn Balor ou l'arrivée d'un catcheur Mm. mystère. Bah voilà, là on l'a pas eu. Et puis bah, il faut remarquer qu'effectivement ça manque pas, hein. Et ce qu'il fallait Ah effectivement non, dans ce pay-per-view, c'était la victoire du Judgment Day surtout. c'est ça le Le message. point culminant. Même si, comme tu dis, Edge a été sauvé par ses comparses, quelque part, c'est la logique du truc aussi, puisque Edge, comme tu dis, c'est le vieil ours, et derrière, c'est les jeunes qui doivent faire le Ah boulot. oui, De toute façon, c'est tout l'intérêt du Judgment Day, hein, ah oui. c'est pour que Edge il catch pas trop, il faut le ménager, Edge, de toute façon. Donc, t'as Damian Priest qui est quand même plutôt convaincant dans le ring, hein, dans les rookies qui sont arrivés ces dernières années. C'est quand même un mec qui a prouvé Un sacré gabarit, hein. Ouais. voilà, qui savait faire le spectacle. Alors, je sais pas si tu as trop suivi son arrivée, parce que c'est quand même beaucoup passé pendant Bah pas le trop, non, je Winter Zone, t'avoue. etc., etc. Mais il a déjà fait déjà de très belles prestations, Damien Priest. Il a convaincu plusieurs fois. Ils, ils sont un peu envoyés dans le mur quand ils ont décidé de faire le Damien Priest qui était un peu schizophrène là. Ouais, non. Voilà, ça c'était très mauvais, mais ça a balisé le terrain pour lui faire intégrer le Judgment Day. Donc maintenant on comprend un petit peu a posteriori. Mais voilà, ça c'est un talent de toute façon, Damien Priest qui est là pour rester un bon moment. Et pareil pour Rhea Ripley. Rhea Ripley, c'est un projet de longue haleine. Donc c'est deux qui sont amenés à briller dans le futur et qui sont dans une très bonne position là pour être dans un clan dominant dirigé par un Hall of Famer, hein, tout simplement. Donc on va continuer grâce à ça à avoir des grosses affiches avec Edge. Et le coup de qui va intégrer quoi, le teasing par Twitter, Ouais, c'est que un élément de l'intérêt de ce clan. Hein. Faut pas, comme c'est tu dis, que ça ça. Faut pas que devienne ce soit tout. Ouais. le point focal. Donc là, c'était très intelligent. Et comme ça garde des munitions pour la suite si vraiment il y a quelqu'un qui intègre le clan. Ah oui, Euh, oui, parce que sinon, je peux te dire, enfin moi c'était un petit peu ma crainte il y a trois mm, semaines là quand je les ai vus commencer à faire ces promos un peu de marchands de tapis là et à tweeter à tout va des photos. Je me suis dit, pour ça, putain, dans 4 mois c'est terminé hein, mm, ce oui, groupe parce que si jamais t'as une arrivée tous les pay-per-view ou toutes les 3 semaines et que derrière il passe son temps à dire au micro à Raw que tout le monde est gros et que mm, vous êtes des cons. Ça va pas être long, hein, tout Edge qu'il est. ouais. Euh, mais voilà, je suis rassuré, on va dire. On a vu ce que ça donnait avec Rétribution, hein, ce genre de traitement. Ouais, exactement. Ça va pas bien loin. Donc voilà, victoire du Judgment Day, pas de trahison. Bon, bah, c'est Finn Balor qui prend le pin, il a l'habitude maintenant. Alors, j'espère que, par contre, dans le futur, cette alliance là, AJ Styles, Finn Balor, Liv Morgan, on arrête là, quoi. Hein. Ah oui, Il faut oui, les oui, faire c'était de le retourner circonstance. en solo, voilà. Bon, je pense que Mm. pour AJ Styles, c'était bien aussi il commence à fatiguer, je pense aussi physiquement AJ Styles. C'est bien de le mettre dans des trucs où il n'est pas obligé de Non, mais catcher. Il va faire c'était pousser. sympa. C'était une association de circonstances qui était Voilà. sympa, avec le petit clin d'œil entre les deux, Finn Balor et Jay Styles. C'était sympa de les voir ensemble avec le petit tout sweet et tout pendant le build du match. Voilà, c'est des petits clins d'œil sympas. Ça donne des matchs de pay-per-view qui sont cool, mais ça doit rester des one-shots. Ouais, exactement. Donc voilà, refaites-les partir en solo, il y a des trucs à faire avec ces deux-là encore. Hein. Il y a de quoi occuper l'antenne. Le Judgment Day, la suite, au prochain numéro. Allez, on va partir sur un match qui avait été rajouté à la dernière minute à SmackDown, qu'on n'a pas pu pronostiquer, du moins à l'antenne, pour le gros pré-show. C'est la conclusion de la rivalité sanglante entre Madcap Moss et Happy Corbin. On vous rappelle qu'Happy Corbin avait envoyé Madcap Moss à l'hôpital, alors que Madcap Moss était le protégé d'Happy Corbin pendant longtemps. Il lui a brisé la nuque avec un coup de chaise, hein, et puis surtout il a détruit le trophée André le Géant, euh, puisque Madcap Moss a gagné la bataille d'André le Géant, hein, dans la semaine WrestleMania.
C'est lui le nouveau détenteur du trophée qui avait été détenu en son temps par Happy Corbin lui-même. Et donc ce soir, on a un match no holds barred, tout est permis entre Madcap Moss et Corbin. Comme tout est permis, on va tout se permettre. Il y aura des coups de chaise, des coups d'escalier, on va passer sur la table des commentateurs. C'est Madcap Moss qui prend l'avantage en début de match. Mais bon, au bout d'un moment, effectivement, la Corbin, il réussit à rentrer dans la partie. Il va y avoir des grosses démonstrations de force d'un côté comme de l'autre. Et ça va se terminer quand Madcap Moss va défoncer à coup de chaise Happy Corbin, lui placer la chaise autour de cou de la même manière qu'avait fait Happy Corbin avec lui des semaines précédentes. Et surtout, il va prendre l'escalier de fer pour écraser la chaise, plier les cervicales d'Happy Corbin. 1, 2, 3. Happy Corbin ne se relèvera pas de tout ça. Et c'est donc la grosse victoire de Madcap Moss après un match quand même assez spectaculaire. Alors ça, c'était le match de vilain petit canard de la carte. Ouais. Tout le monde a craché dessus un petit peu, des commentateurs de tous bords. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que tu penses de ce Madcap Moss Babyface? Bon, j'en pense pas grand-chose de ce Madcap Moss Babyface, enfin Ouais. pas grand-chose de transcendant. Néanmoins, je cracherai pas du tout sur le match personnellement. Exactement. J'ai trouvé ce match très sympa, Mmh. très sympa. Alors encore une fois, j'espère que nos auditeurs, sauront, c'est toute chose égale par ailleurs, mais en tout cas dans ce pay-per-view, écoute, j'ai trouvé ce match très sympa. Qui, encore une fois, cochait toutes les bonnes cases. Autant j'avais été très critique, encore une fois, toute chose égale par ailleurs, parce que ça reste de la low card, mais j'avais été assez critique lors de Backlash de leur premier match. Et j'avais été critique, pourquoi? Parce que j'avais trouvé que c'était, surtout pour Madcap Moss en fait, je trouvais que c'était très dommage quand on avait l'opportunité, on va dire, d'avoir 10 minutes en pay-per-view, d'en faire si peu. Et je trouvais qu'il avait été extrêmement quelconque lors de son premier match. Alors là, c'était pas Shawn Michaels. Oui, mais c'est-à-dire que, tu vois, voilà, je dis bon, tu regardes le match, tu t'éteins le pay-per-view, tu dis est-ce que tu te souviens, d'un truc de Madcap Moss, est-ce que tu sais maintenant définir quel est le moveset de Madcap Moss? Bon, je dis pas que j'ai répondu à toutes ces questions-là lors de ce match, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus intense, beaucoup plus dense dans sa prestation. Et il était pas inintéressant, voilà, beau physique, belle gueule, très costaud, très très costaud, plutôt un bon mix de rapidité, de puissance. Alors la stipulation aide beaucoup, et c'est sûr qu'il y aura pas des no holds barred toutes les semaines. C'est un peu une critique d'ailleurs que j'avais évoquée quand on avait pu parler du match de Charlotte et Ronda Rousey à l'époque, où on disait ouais, c'est super. Le problème, c'est que Ronda Rousey, voilà, elle sera pas tout le temps dans des quit match, elle sera pas tout le temps avec Charlotte Flair. Là, Madcap Moss, c'est sûr que c'est ça qui me fait un peu peur. C'est-à-dire qu'il aura pas toujours des chaises, des kendo sticks, des machins, des rambardes, des trucs pour pouvoir cacher le fait que ça reste pas non plus un catcheur d'exception. Mais toujours est-il que il nous a fait plutôt un beau no holds barred match, j'ai trouvé. C'était très intense. Et c'est d'ailleurs un peu à l'image de... J'anticipe presque sur la conclusion un peu de ce pay-per-view, où j'ai trouvé que pendant tout le build-up de Hell in a Cell, à aucun moment j'ai eu l'impression qu'on allait vers Hell in a Cell. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup, j'ai trouvé, de feux très sanglantes, d'intensité, de grosses rivalités très vénères. Écoute, là, tu vois, sur un match comme ça, je me dis, ouais, j'avais l'impression d'être dans un pay-per-view sérieux, où les deux avaient vraiment envie de se défoncer la tronche, et j'ai trouvé que Madcap Moss, dans ce registre-là, avait été plutôt très convaincant. Le baron, Happy Corbin, lui a bien servi la soupe, on va dire, en briscard qui commence à être, parce qu'il commence à avoir quelques années sous le capot. Mais en vieux briscard qu'il était, il lui a plutôt bien servi la soupe, et Madcap Moss gagne logiquement. Donc derrière, je sais pas, franchement, je suis pas très très optimiste sur ce qu'il fera plus tard, Madcap Moss. Mais en tout cas, voilà, je sors du pay-per-view et je retiens déjà un petit peu plus de bons souvenirs et de bonnes images de Madcap Moss que j'ai pu en avoir après Backlash. Et ça, pour moi, c'est quand même beaucoup plus positif déjà le concernant, quoi. Ouais. Écoute, moi, je suis curieux de voir la note de Dave Meltzer sur ce match-là, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, moi. C'était un Je trouve ça très sympa à suivre.
un no holds barred comme on aime. J'ai trouvé Madcap Moss bien explosif dans le ring. J'ai l'impression, moi, quand même, que par contre, la stipu no holds barred, c'est peut-être plus pour protéger Happy Corbin que Madcap Moss. Oui, alors c'est Corbin, sûr que Baron Corbin n'est pas un ouais, habitué des 5 étoiles non plus, hein. Mais c'est oui, pas oui. Daniel Bryan, hein, on est Non. d'accord. Et justement, sur un match de fin de rivalité comme ça, faut lever le niveau un peu plus. Et je sais pas si Corbin, sur un match simple, il a la possibilité Oui, sans doute, sans doute. de Oui. lever le truc. Donc autant passer par le no holds barred. Moi, Madcap Moss, il m'impressionne de plus en plus. Je vais garder un œil sur lui. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il a Et puis il a, contrairement à Homos évidemment, hein, mais même Ezekiel ou d'autres, il a eu un certain charisme au micro qui est pas encore un peu brut, mais qui est pas inintéressant. Ouais. Euh, Ouais. donc à voir. Et il a le physique, il a la gueule. Voilà, ça peut notamment séduire le public féminin. Je pense qu'il y a quand même possibilité de faire quelque chose avec lui. C'est pas pour rien. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il a quand même enchaîné des gimmicks bien pourris. Hmm. Et ça, généralement, ça vient pas de nulle part. Ça veut dire qu'ils savent pas trop quoi faire avec sa personnalité. Et sans doute que peut-être qu'il propose pas non plus des trucs Voilà. incroyables. Donc ça, c'est Vraiment sûr que ça va peut-être être un petit sujet, quoi. Ouais. Il avait un peu brillé à NXT au début en tag team avec je sais plus comment il s'appelait un autre aussi un peu musclé comme ça, Tino Sabatelli, je crois. Oui. Ça fonctionnait plutôt bien. Bon, après Sabatelli s'est blessé, je crois qu'ils ont dû se séparer de lui. Il était revenu avec une espèce de gimmick de mec qui fait de la muscu avec des boissons protéinées comme ça. C'était vraiment très très mauvais. On l'avait vu qu'une ou deux fois à l'écran. Et puis après, finalement, il était quand même monté dans le roster. Et puis, ça avait galéré un petit peu avec ce passage entre T47, etc., jusqu'à ce qu'il revienne avec Madcap Moss. Et honnêtement, si tu arrives à survivre d'une gimmick Madcap Moss, tu peux survivre quasiment à tout. Hein. Donc maintenant, à voir parce qu'il part en mode babyface. Donc ça reste toujours hyper casse-gueule à la WWE, du moins ces dernières années. À voir s'ils ont commencé à tirer les leçons du booking, hein, comment réussir à booker un bon babyface. On verra avec les semaines qui viennent. Mais je vais garder un œil sur Madcap Moss. Et franchement, j'étais vraiment très agréablement surpris par ce match, qui était vraiment bien rythmé, avec quelques passages bien spectaculaires, bien bourrins. C'est sûr que si on devait comparer sur chaque match ce que j'attendais par rapport à ce que j'ai eu, c'est la très bonne surprise de ce pay-per-view, moi me concernant aussi. Et je pense que, comme tu dis, les prochaines semaines vont être assez déterminantes parce que ça va être un peu qui tout double, hein, pour lui. Hein. C'est-à-dire que là, la WWE lui a donné une opportunité. Donc maintenant, à toi de jouer, garçon. Tu as eu une feude solo en pay-per-view que tu as gagné avec un turn. Maintenant, ça dépendra que de lui, en fait, hein, s'il arrive à transformer l'essai ou pas. On dit souvent, oui, on leur donne des matériaux de merde ou des trucs comme ça et tout. Ouais, mais bon, n'empêche que là, maintenant, ça va être quand même à lui d'aller se chercher un nouveau positionnement, une connexion avec le public. Personne pourra le faire à sa place. Donc là, ça va vraiment être assez déterminant. Écoute, on va voir, comme tu dis, hein, il a du potentiel sur le papier. Et puis en parallèle, je trouve que ça a remis un petit peu sur la carte Happy Corbin, qui est lui qui a le souci d'être surexposé, quoi. C'est surtout ça le problème avec Corbin, c'est qu'il est là toutes les semaines. Il fait du bon comme du mauvais. Généralement, alors quand même, quand on lui donne une place en pay-per-view, c'est rare que ce soit mauvais, hein, quand même, Corbin. Hein. Oui, c'est ça, en fait. Alors, en weekly, il peut être fatigant, mais généralement, quand on est sur une grosse rivalité et que c'est l'heure de faire un gros match, généralement, il répond présent. Hein. Ouais, c'est ça. Ça va être un peu monsieur 3 étoiles à la WWE. Tu sais, ça va être toujours. En fait, tu sais toujours ce que tu vas avoir avec Baron Corbin. T'auras jamais un truc de fou, mais tu sais qu'il se plante quand même rarement. Moi, je l'ai toujours bien aimé, tout son Baron Corbin, et cette rivalité confirme tous les bons, la sympathie que j'ai pour lui, et je pense, à mon avis, l'aspect précieux qu'il a dans un roster aussi, d'avoir des mecs comme ça qui sont
voilà, des valeurs sûres, des bons heals. Ça reste un Mm. bon heal. Ouais, c'est un très, en plus, il a fait un très bon boulot de heal à se mettre le Ouais, public. ouais. Il faisait mine de sortir la table et il a Ouais, ouais. arrêté parce que le public réclamait à corps et à cri les tables, parce qu'on était Ah dans ouais, un ouais. World Card et il a refusé au public et Ouais. il s'est pris des broncas assez sévères. C'est un bon heal et ça c'est important et donc voilà, il sera toujours utile. Et tu vois, contrairement à Ezekiel, Kevin Owens, ça aurait fait un petit peu de mal quand même que Kevin Owens perde un match comme ça, Mm. même si ça aurait pu, pourquoi Ouais. pas, tu vois, pour donner un petit tremplin à Ezekiel. Là, lui, par contre, tu vois, Baron Corbin, l'avantage aussi qu'on a, c'est qu'on peut assez facilement le faire perdre. Et je pense que enfin, tu vois, c'est pas un problème. Sa place dans le roster est tellement bien sémentée, on va dire, dans le milieu de carte que du coup, il y a pas de souci, quoi. Exactement. Voilà, bah écoute, bonne pioche hein, pour ces deux-là, les mal aimés hein, du roster et de la carte. Mais moi, je les félicite tous les deux, l'un comme l'autre. J'ai Mm. vraiment trouvé que c'était un très très bon match. Hein. Eh bien, on enchaîne avec le semi-main event, presque, en tout cas, quelque chose qui est quasiment historique. Maintenant, une défense de titre intermédiaire en Premium Live Event. Le champion US, Theory, qui affronte Mustafa Ali. Mustafa Ali qui a réussi à avoir un match hein, après avoir battu, comment s'appelle-t-il, Ciampa, par Ouais. disqualification via les interventions de Theory. Il a perdu son premier title shot le même soir parce que Theory a dit bah, tiens je t'offre ton match mais ce soir tout de suite et finalement c'est Vince McMahon impressionné quand même par Theory et sa manière de gérer la psychologie dans cette histoire son petit côté machiavélique c'est quand même Vince McMahon qui a imposé un nouveau match entre Mustafa Ali et Theory à Chicago. Mustafa Ali joue à domicile et grosse pop hein, en Ah oui, débarquant. mm, très Euh, grosse le, pop. le- L'enfant du pays, 10 minutes 25 de match, bah, qui va à 100 à l'heure aussi, avec des jolies démonstrations de Mustafa Ali qui envoie des kicks à la volée dans tous les sens, des contres en veux-tu, en voilà. Il a vraiment l'avantage sur Theory pendant un bon moment. Theory quand même qui va réussir à placer quelques moves impressionnants, notamment un springboard de Spanish Fly là, out of nowhere, assez impressionnant d'un côté comme de l'autre. Hein. Ça donne vraiment des gros moments. Pas mal de near fall. Mais quand même, la victoire de Theory qui réussit à éviter un 450 de Mustafa Ali depuis le coin du ring. Il va en profiter pour placer un bon coup d'épaule dans le genou de Mustafa Ali, qui aura bien du mal à se relever. Il va le piéger dans son finisher. Et ce sera la victoire de Theory, évidemment, la défaite à domicile de Ali après un beau losing effort. Alors, s'il y a bien un mec qui a le droit de se plaindre de son traitement, c'est bien Mustafa Ali. On s'attendait à un show stealer pour ce match. Est-ce qu'on l'a eu? Est-ce que c'était au moins un bon match? Dis-nous tout, Giscard. Ouais, ouais, je te cache pas, c'est un peu j'ai pas été très convaincu, mais et en même temps, je sais pas si je suis très très honnête sur ce match parce que je pense que je l'ai pas regardé avec tout l'intérêt qu'il méritait ce match-là, mais c'est en même temps la WWE qui a fait en sorte aussi que je le regarde pas Il était mal avec placé. peut-être Hein. avec les bonnes lunettes. Ouais, alors exactement. Déjà, je pense qu'il était très très mal placé ce match. Je pense que c'est une petite erreur de booking pour le coup de le mettre en avant-dernier sur la carte. Ça aurait pu être un bon opener, je pense, ce match-là. Ouais. Il aurait sans doute eu plus mon attention et l'attention générale, je pense, parce que sortie de l'entrée de Mustafa Ali, qui voilà a eu la pop qu'il méritait parce qu'il vient du coin, il avait mis le falzar qui allait bien et il y avait marqué Chicago sur son t-shirt, donc du coup tout le monde était content. Le problème, c'est que voilà, la WWE fait tellement, prend tellement de soin presque à n'en avoir rien à foutre de la ceinture US que, bah écoute, Ouais. moi je suis un bon élève, je suis discipliné, bah du coup moi aussi j'en ai rien à foutre. Voilà. Et c'est vrai et c'est vrai que fatalement, bah en fait, je me suis un peu fait chier. Et c'est pas de leur faute. Alors si, d'une certaine manière, c'est de leur faute, hein, parce qu'écoute, tant pis pour eux. Hein, il faut Mm. qu'ils arrivent aussi il faut qu'ils arrivent à transcender un petit peu tout ça, mais Alors, en c'était tout cas, difficile. Hein. ouais, c'était difficile. Hein. Ça partait de loin.
Donc voilà, voilà, je pense pas que j'ai un avis qui soit très fair, on va dire, très Mm. juste sur ce match, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans parce qu'on n'a rien fait pour me faire rentrer dedans. Théorie, c'est moi, Mustapha Ali, moi c'est quelqu'un vraiment qui est très très fade pour moi. J'ai jamais réussi vraiment à adhérer à son personnage, donc sans surprise de ce côté-là. Et Théorie, par contre, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée, le côté Golden Boy. Alors, c'est pas du tout inédit, hein. Vince McMahon a déjà fait ça plusieurs fois par le passé. Mais j'aime bien le délire. Je trouve que euh, c'est une bonne base pour un personnage de heel jeune comme ça. Il me fait un peu penser à un petit Dolph Ziggler ou j'ai une vibe que j'aime bien avec Austin Theory. Enfin, maintenant on dit même Theory seulement. Mm. Euh, et je suis presque déçu en fait de voir tout ça parce que j'aimerais bien qu'il soit plus exposé, tu vois. Mm. Euh, mais bon, écoute, pour l'instant, la WWE a pas l'air d'avoir envie de mettre vraiment l'accélérateur ni sur lui ni sur le titre US. Donc, bah écoute, tant que ça restera comme ça. Je pense pas que je m'enflammerai spécialement pour les matchs de théorie, mais voilà. Écoute, petite déception sur cette carte, mais déception de laquelle j'attendais de toute manière pas grand-chose. Ouais, tu faisais pas partie de ceux qui attendaient le show stealer de la soirée avec Non, pas du tout. ce Non. match-là, qui était quand même qualitativement très bon, hein. Il y a eu pas mal de near fall, Ouais, quelques gros moves spectaculaires. C'est quand même deux très 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 bons catcheurs, ces deux-là. Mustapha Ali, pour moi, c'est du niveau d'un. Alors, ça va te faire rigoler, mais techniquement, c'est du niveau d'un Ricochet ou d'un Will Ospreay ou des choses comme ça. C'est-à-dire, c'est un mec qui ouais. peut faire des moves vraiment vraiment spectaculaires, défier Alors la c'est vrai que c'est pas ma gravité. cam, moi, mais Voilà. ouais. On est plus du côté de Neuville, des champs comme ça, quoi. Et Théorie, c'est l'avenir, hein, de toute façon. Et le fait que ça brille pas ce soir autant qu'on l'aurait souhaité, ça, je pense que c'est Ah, quand même c'est sûr. c'est symptomatique des soucis de De la ce qui a suivi. WWE. Ouais. Voilà, hein, t'as un booking qui a été mal fait, une rivalité qui a été mal montée, à la va-vite, pas assez d'exposition à l'écran. Rien de spécial qui nous a fait nous intéresser à tout ça. Forcément, ça handicape le match et c'est bien dommage. Alors voilà, les gens râlent beaucoup en disant que la WWE c'est devenu nul, ils savent plus quoi faire, gna 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 gna. Euh, Bah là pour moi ça c'est un exemple des problèmes que tu as dans le booking des weekly quand tu passes à côté de la ceinture US. Hein, comme tu dis, ils ont l'air de pas en avoir grand chose à faire. C'est d'autant plus dommage qu'ils ont Theory qui est champion et que pour moi Theory il faut quand même commencer à le construire dès maintenant. Bah Donc oui. quelque part, ça fait sens qu'ils battent Mustapha Ali, mais c'est quand même dommage de passer aussi à côté du talent de Mustapha Ali, que toi tu trouves fade. Moi, je pense qu'il a vraiment un potentiel aussi. Il est plutôt bon au micro, etc. Je pense que vraiment, lui, pour le coup, même quand on lui a donné des trucs, on lui a scié les pattes derrière. Je veux dire, le booking de rétribution, c'était quand même catastrophique. Et je vois pas comment il aurait pu s'en sortir d'une manière ou d'une autre, à moins que même en menaçant de démissionner ou je sais pas quoi, pour lui, ça aurait jamais fonctionné, un coup de pression envers la WWE. Donc je Non, pense c'est sûr. vraiment pour lui, comme je disais, s'il y en a bien un qui a le droit de se plaindre, je pense que c'est lui. Parce que vu son talent entre les cordes, il a quand même une maîtrise du micro qui est pas mauvaise. Moi, je l'ai suivi aussi à 205 Live. Il faisait des petites vidéos et des trucs comme ça, très très originales. Tu sentais que le mec était investi quand même et qu'il y avait de la créativité derrière. Et là, je pense que vraiment, sur lui, je pense qu'ils sont vraiment passés à côté de quelque chose. Même si physiquement, effectivement, il ne tient pas la comparaison contre des grosses stars, mais je pense que si tu le laisses dérouler une ou deux fois dans des matchs, il fait des choses stealers assez régulièrement, quoi. Et là, je pense qu'on aurait pu aussi ici avoir un match vraiment très très spectaculaire. Il y avait des gros mouvements, hein, c'était très bien rythmé. C'était au niveau de la psychologie, c'était quand même bien foutu. La victoire, elle est arrivée vraiment avec Théorie qui l'arrache vraiment en faisant quasiment un coup bas. Ça positionne quand même Théorie comme quelqu'un de costaud. Donc dans l'absolu, c'est pas mal. Mais je pense qu'il y avait quelque chose de beaucoup mieux à tirer de tout ça. Bah Euh, sans doute, sans doute. Ouais. c'est effectivement le petit point noir de ce match qui était quand même très bon. Hein.
pas non plus déconner, mais là c'est vraiment le booking et l'emballage autour qui pose problème. Oui, c'est ça. C'est pour ça, pour ça, quand je dis que j'ai pas trop aimé, j'ai pas la prétention de dire que c'était un mauvais match, mais On peut difficilement dire que c'est un c'est, quand même. ouais, c'est vrai que moi, tu sais, moi, je suis un peu, je regarde la WWE de manière assez simple. Hein. Je m'intéresse aux choses auxquelles on m'a donné envie de m'intéresser. Et c'est vrai que là, écoute, C'est vrai que t'es pas le genre à extrapoler sur qu'est-ce qui aurait pu se passer, quoi. Non, Tu juges sur pièce, on va dire, et voilà, puis exactement. Je suis sur pas toi pièce. qui va faire leur booking et t'as pas une fédération fantasmée dans ta tête. Non, non, pas du tout. Voilà. Donc, en tout cas, on a eu une défense de titre US avec un match tout à fait respectable ce soir. On espère que ça redeviendra la norme. Je dirais quand même qu'on a une bonne formule hein, pour ce pay-per-view, pas trop long. Oui. 7 matchs, c'est très bien. Une défense de titre intermédiaire, c'est très bien. Et surtout, un gros main Et event. un main event. Un main event qui est, qui va quand même se placer comme un moment historique, hein, je pense, parce que donc on a un match qui oppose dans le Hell in a Cell, dans l'enfer de la cage, Cody Rhodes, le nouveau top babyface de la WWE, l'enfant prodige, hein, qui est revenu à WrestleMania après son passage chez les indépendants et surtout la création de la All Elite Wrestling. Il est de retour, il est 100% WWE et il est en rivalité depuis WrestleMania avec Seth Rollins. Il a battu déjà 2 fois Seth Rollins et cette fois-ci, on va régler les comptes dans la cage pour la der des der. Seth Rollins qui débarque avec un costume qui est une insulte, on va dire, directement, et une référence au père de Cody Rhodes, Dusty Rhodes, qui débarque avec un t-shirt et un pantalon avec les polka dots, comme on dit, des gros points jaunes sur fond noir, gros points jaunes sur fond noir, et il prend le déhanché de Dusty Rhodes, hein, de l'American Dream, pour arriver au ring. Alors c'est aussi excellent parce qu'il débarque dans sa cape, là, à plumes, et puis il se dévoile comme ça, c'est vraiment toute l'intelligence de Seth Rollins là pour le coup. Mais il est fort, il est très très fort. Il est très très fort. Et c'est un magnifique méchant, Seth Rollins. On adore le détester. Et derrière, l'entrée de Cody Rhodes. Et la nouvelle est tombée dans la journée. On l'a annoncé aussi hein, par les commentateurs pendant le show. Il se trouve que Cody Rhodes est blessé. Il a une déchirure. Des tendons, des muscles. Du pectoral droit. Voilà, pectoral droit. Il a le pec qui s'est détaché apparemment de l'os, le tendon. Ouais. Voilà, le tendon s'est détaché de l'os. Alors normalement, c'est quelque chose, c'est une blessure qui demande d'être incapacité pendant plusieurs semaines. C'est ce que je lisais, c'était apparemment, normalement, c'est opération et 6 à 8 mois 6 à 8 mois d'absence. Alors 6 à 8 mois, c'est pronostic plutôt haut, mais ouais, c'est une grosse blessure. Quoi. Alors c'est assez inhabituel qu'on nous balance qu'un catcheur est blessé comme ça avant qu'il démarre le match. Mais c'est difficile de faire autrement parce que quand Cody Rhodes débarque, il a un hématome qui lui prend tout le bras droit et toute la poitrine, hein, quasiment, du moins tout le pectoral droit. Pectoral, ouais, c'est ça. Pectoral, même, quand on parle français. Donc c'est difficile de le cacher, évidemment. Hein, il a la moitié du corps violet. Et puis, visiblement, il a beaucoup de mal à bouger le bras droit. Mais c'est ce qui est étonnant, c'est que non, Cody Rhodes ne va pas se coucher. Il va catcher dans la cage face à Seth Rollins. Alors il va être pas mal handicapé, hein, parce que très rapidement dans le match, il va réussir à placer son Cody Cutter, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, absolument. Son springboard cutter là sur Rollins, mais il va pas pouvoir capitaliser dessus parce que ça lui fait mal au bras forcément. Et là tout le match va le continuer dessus avec un Seth Rollins qui lui ça lui va bien hein, d'avoir un mec qui est diminué puisqu'il va s'acharner à attaquer Cody sur ce point faible là, à coup de kendo stick, à coup de table. Il sort même la petite trousse de technicien à un moment donné. Il va y avoir les chaises, surtout les tables, pardon, réclamées à corps et à cri par le public, au tel point qu'il va même y avoir un chant Thank you Rollins pour la sortie de la table. Les gens la voulaient. Il va y avoir... Alors, c'est Rollins qui met une powerbomb à Cody Rhodes à travers la table ?
C'est Ouais, ça, hein. ouais, ouais. Et ben, ça suffira pas, hein, à Et coucher non. Cody Rhodes. Va y avoir alors, on va mettre des comment ça s'appelle son finish à Cody Rhodes? Le Le Crossroads. le Crossroads, voilà. Ça va être récupéré par Rollins, qui va essayer de faire le tomber avec ça. Ça marche pas. On va tenter des pédigris. On va même mettre un stomp sur la gueule de Cody Rhodes qui remonte dans le ring. Tout ça ne suffira pas. On va même sortir le sledgehammer. On va sortir alors comment qu'on appelle bull rope euh, Ah oui, oui, c'est une bull rope, c'est ça, c'est une corde pour les taureaux avec la cloche. Ouais, c'est ça. voilà, qui a fait la renommée de son père. Il a fait beaucoup de matchs avec Exactement. cette Ouais. stipulation-là où on s'attache d'un C'est côté comme les de l'autre. Texas Deathmatch bull rope, là, je sais pas quoi, là. Voilà, exactement. Donc chacun s'attache un bras et puis enfin un poignet et puis on se fout sur la gueule en utilisant la cloche qui est au milieu de la corde. C'est assez folklorique. Bah, ça va être utilisé au milieu du match et ça va se terminer. Ça va se terminer par quoi? Un enchaînement de Crossroads, de Cody Rhodes. Ouais. Et 2 Crossroads, et au lieu de faire le 3e, il décide de prendre le sledgehammer. ah oui, le sledgehammer, c'est ça, l'histoire du sledgehammer. Et il va assommer Seth Rollins avec le sledgehammer en hommage à Triple H, hommage à Dusty Rhodes. Et victoire de Cody Rhodes, malgré la douleur, malgré la souffrance. Il va expliquer après le match très rapidement auprès du public parce que visiblement il est quand même très très en souffrance, que personne ne l'a forcé à venir catcher. C'est lui qui a décidé de venir malgré la blessure, Ça. qu'on pouvait difficilement l'en empêcher, j'ai bien l'impression. Apparemment, ouais. Donc là-dessus, il y aura débat de savoir est-ce qu'il fallait qu'il vienne catcher, est-ce qu'il aurait dû rester à la maison. En tout cas, ça a donné un match à l'atmosphère absolument épique, avec un Cody Rhodes qui était là pour vaincre la douleur et qui a réussi à triompher du maître chacal en chef, là, Seth Rollins, qui l'a pas du tout ménagé pendant le match. J'ai l'impression quand même qu'on a vécu un match historique. Je sais pas ce que t'en penses, mon bon Giscal, mais moi j'étais Ah ouais, complètement à fond dedans, du début à la fin. Ça fait longtemps que j'avais pas vécu un match comme ça, hein. Bah, c'est ça, c'est exactement ça, c'est ce que j'avais écrit un peu à chaud sur le Discord, et enfin d'ailleurs à chaud, c'est toujours à chaud, hein, parce qu'on enregistre, je pense que tous les deux on vient de voir le pay-per-view il y a quelques heures. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel, c'est Quand la réalité je rejoint la fiction, là. ouais, j'ai pas mémoire en fait d'avoir été autant happé par un match de catch depuis je sais pas quand en fait. J'ai trouvé ça exceptionnel, j'ai trouvé ça étouffant et fascinant à la fois. Dire que, enfin, d'ailleurs, j'ai lu quelques réactions après sur internet. Il y en avait qui, tellement c'était hallucinant, il y en avait qui croyaient que c'était du maquillage, mais J'ai eu un non, doute non, aussi, non. mais non. Et oui, enfin, je me sentais obligé. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est impossible de catcher dans ces conditions. Et enfin, ce qu'a fait Cody Rhodes, c'est en effet, je pense, historique. Alors historique pour des bonnes, pour des mauvaises raisons. Je saurais pas dire. Il y a un débat qui est légitime, qui est de se dire est-ce bien raisonnable de glorifier, on va dire, d'une certaine façon un tel dépassement de soi, on va dire, qui est destructeur presque, hein, parce que on sait, enfin je pense que c'est plus la peine maintenant qui plus est après un match comme ça de marteler à quel point les catcheurs, enfin, mettent toute leur santé et vraiment leur vie, hein, clairement au service de ce divertissement et au service du public. C'est des mecs qui ont des espérances de vie, qui plus est les catcheurs un peu plus old school, qui meurent généralement tôt de traumas crâniens, de leur corps qui lâche, de crise cardiaque, enfin de tout un tas de leur corps qui lâche, de tous les médicaments et les painkillers qu'ils auraient pu prendre pendant leur carrière. Enfin, c'est des mecs qui vraiment qui comptent pas leurs efforts, hein. On a beau dire le catch, c'est du chiquet, enfin voilà, encore une belle démonstration. Je pense que les mecs vraiment sont des surhommes. Ouais. Mais c'est vrai, est-ce qu'on doit pour autant glorifier ou acclamer ce genre de dépassement? Là, comme ça, aujourd'hui, là, juste après avoir vu le match, j'aurais envie de dire oui, parce que c'est vrai que
c'est tellement beau et ça a été tellement bien exécuté et bien. Et d'ailleurs, bon là, on s'attarde sur Cody Rhodes, qui est le héros du match, hein, de fait, parce qu'il a gagné et c'est historique ce qu'il a fait. Mais il faut, je pense, rendre un hommage assez incroyable. Et à mon avis, je pense que Cody Rhodes et tous les mecs dans le vestiaire ont dû faire, je pense, une haie d'honneur à Seth Rollins pour le Ouais. match qu'il a fait encore une fois, parce que Parce que Seth Rollins, faire un match comme ça contre ouais, un adversaire qui est ouais, blessé. exactement. Arriver à faire catcher son Mm. adversaire comme ça pendant 20 minutes. Enfin, c'était pas. On aurait pu se 24 dire aussi minutes. que le Mm. pendant 25 minutes quasiment. Donc c'est un gros main event. C'est-à-dire qu'on aurait pu aussi se dire, attends, ok, on va y aller. J'ai mal, mais on va y aller. Puis on va faire 10 minutes et puis basta. Les mecs, ils ont déroulé tout un match avec des callbacks, des hommages à Dusty Rhodes, à Triple H, des spots de dingue. Le mec, Cody Rhodes est passé à travers une table. Ils se sont mis des coups de sledgehammer. Seth Rollins qui lui a enfoncé le kendo stick dans l'épaule. À un moment, c'était horrible. Il y a eu le coup de la corde. Là, il y a eu des tours de bras, des slams. Enfin bref, Un vrai c'était match de catch. hallucinant. C'était un vrai match de catch. C'était un vrai match de catch. Arriver à faire catcher quelqu'un comme ça qui est blessé et à le faire briller à ce point-là, c'est Ouais, parce qu'on a vu hallucinant. Je que pense que les Cody gens. Rhodes, hein, Ah quasiment. oui, Hein. oui, oui. Je pense que les gens se rendent pas compte en fait à quel point Seth Rollins c'est peut-être. Après voilà, moi je peux pas me prononcer sur qui est le meilleur catcheur de tout parce que je regarde que la WWE, donc j'ai aucune notion de ce qui se fait ailleurs. Mais quand tu vois un match comme ça, tu te dis que Seth Rollins c'est peut-être le plus grand actuellement à la WWE parce que Mm. c'est exceptionnel ce qu'il a fait là. Et donc pour revenir à Cody Rhodes, bon bah écoute, c'est un tel dévouement et je pense que ça doit être tellement douloureux ce qu'il a fait là. J'espère juste, voilà, moi le seul truc que j'espère pour pas que mes louanges, on va dire, soient un peu gâchées par peut-être une histoire qui me donnerait tort derrière. J'espère vraiment ils ont fait un gros boulot avec les médecins avant le match Mm. pour être vraiment, vraiment, vraiment sûr qu'il prenait pas de risque pour sa carrière derrière. Mm. Parce que sinon, bon bah écoute, sinon ce sera forcément gâché et les spécialistes de la révision de l'histoire a posteriori Mm. pourront nous dire que Ouais, c'était j'aurais dû faire n'importe ça. quoi. Mm. Voilà, il aurait jamais dû faire ça. Mais j'ai cru comprendre que un pectoral déchiré comme ça, hormis la douleur extrême, on peut catcher avec parce que du moment qu'on soulève rien, apparemment, ça semble être Ouais, ok. tu peux Euh, pas, enfin, entre guillemets, hein, parce que moi, on n'est pas des médecins, hein, mais non. apparemment, tu peux pas, comment dire, aggraver la blessure Oui, voilà, c'est ça, en cas de exactement. Il c'est semblerait que tu PCP, puisses pas parce qu'en fait, c'est effectivement, rompu. voilà. C'est ça, c'est un tendon, c'est rompu. C'est vrai que c'est comme si vous sectionniez, enfin, si vous faites une entorse grave avec un déchirement total du tendon. Bon bah écoutez, vous pouvez continuer à plier votre cheville, il va plus rien se passer, hein. Mais et ben là, apparemment, c'est un petit peu le même délire. En fait, la seule façon dont il aurait pu aggraver sa blessure, c'était plutôt de faire du coup des efforts qui nécessitaient de soulever ou de porter. Ouais. Parce Mm. qu'en fait, ça solliciterait, en fait, il aurait dû surcompenser avec ses autres muscles et c'est ça Mm. qui aurait pu générer la blessure. Bon, toujours est-il qu'en effet, on n'est pas médecin, mais je pense qu'on a assisté à un moment d'histoire parce que c'était exceptionnel, parce qu'on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un mec catcher avec la moitié du corps en hématome comme ça. Et puis c'est surtout un moment d'histoire parce que je trouve que la performance des deux dans ces conditions-là est fantastique. Le storytelling du match est magnifique. On s'est jamais ennuyé, hein. On s'est jamais ennuyé un seul moment. C'était un magnifique Hell in a Cell. C'est sans doute il rentrera dans le panthéon des Hell in a Cell, c'est sûr. Pas Ouais. que pour le Oui. contexte, hein, Ah oui, pas que largement, hein. pour le contexte, Mm. pour tout ce qui s'est passé autour, parce que les hommages des deux. En fait, c'était marrant ce jeu de miroir un petit peu avec. Cody Rhodes qui pompait finalement les moves et l'inspiration de Triple H pour rentrer Mm. dans la tête de Seth Rollins, qui faisait la même chose avec son père. C'était vraiment super et non, enfin, c'était incroyable. C'était vraiment un main event incroyable.
comme tu l'as dit en intro, parce que ça commence à être long, je vais te laisser, je vais te laisser reprendre la parole. Mais comme tu l'as dit en intro, j'ai jamais, je pense que j'ai jamais de mémoire récente, même avec un match de Roman Reigns, hein, je pense, Ouais. été captivé comme ça de A à Z jusqu'au moment où jusqu'au moment où il enlève son manteau et qu'on voit la blessure. On sent, on sent en fait que d'un seul coup, il y a l'air qui s'échappe complètement du stade. C'est tout le monde retient son souffle. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec une telle blessure? C'est pas possible. Et les mecs te sortent une masterclass de 25 minutes derrière. C'est avec une victoire. Enfin, Cody Rhodes, c'est The Man après. C'est fini. Ah oui. Alors là, C'est la superstar. C'est terminé. C'est là. Et Seth Rollins est d'ores et déjà Hall of Famer dans mon cœur. C'est exceptionnel. exceptionnel, ouais, comme tu dis. Alors, tout ce qu'on espère, c'est que ça signe pas une fin de carrière anticipée pour Cody Rhodes, Oui, parce que là, c'est maintenant, surtout ça. le tapis rouge est là pour qu'il aille jusqu'au sommet. Il faut un rival de choix pour Roman Reigns dans le futur. C'est tout trouvé avec Cody Rhodes. Là, on a vraiment, sur cette soirée, on a vraiment toutes les étoiles qui étaient alignées pour donner un show et un main event exceptionnel, historique, avec des choses que même s'ils avaient voulu les écrire, ils auraient pas réussi, quoi. Alors déjà, qui je trouve plutôt cool, c'est qu'il y a eu que un Hell in a Cell ce soir. Oui, Ça n'a exactement. pas C'est vrai que été j'en ai le cas pas les parlé, mais autres je voulais années. en parler de ça. Ouais. Et du coup, c'est réservé à cette affiche entre Cody Rhodes et Seth Rollins. Il n'y a pas de ceinture en jeu, mais depuis WrestleMania, étonnamment, ils ont réussi à tenir leur rivalité de main de maître. Hein. Tout a été très bien exécuté. Il manquait ce petit truc de folie qu'on aura eu ce soir avec cette blessure incroyable de Cody et ce dépassement de soi, franchement absolument transcendant. Comme tu dis, moi j'ai pas beaucoup de souvenirs d'avoir vu des matchs avec une telle intensité, avec une telle dramaturgie. Il y a eu, alors récemment, j'ai souvenir de quelques matchs au Japon, enfin surtout un match avec Will Ospreay, je me souviens je crois que c'était contre le vilain Marty Scurll où Will Ospreay s'ouvre le crâne en début de match et il fait tout le match avec le cuir chevelu ouvert et du sang partout et ils sortent un match incroyable qui aurait été déjà un très bon match sans l'effet dramatique. Mais sinon, C'est vrai il y a un côté qui. Parce quand que le réel s'immisce dedans, ouais, c'est ça. Je connais pas le match dont tu parles, mais c'est vrai que je me dis, il y a un côté où ça devait sans doute être super impressionnant, mais tu sais, il y a eu il y a eu tout le passé du blading, tu sais, des saignements dans les matchs abondants, qui fait que c'est peut-être des images auxquelles on a peut-être plus l'habitude d'être confronté quand on regarde des matchs un peu ouais, épiques. plutôt qu'un C'est vrai que gros hématome comme ça. voilà, quand tu regardes des matchs d'il y a 15-20 ans, c'est vrai que quand tu pensais à confrontation épique, confrontation de légende, bon bah tu pensais ouais, au visage, au Crimson Mask, comme ils disent aux États-Unis. C'est voilà, le visage ensanglanté, les trucs de dingue, les Hell in a Cell entre Shawn Michaels, Triple H ou l'Undertaker, les mecs qui finissent avec le ring qui est rouge et tout. Là, il y avait quelque chose d'assez inédit d'assez incroyable en fait de voir cet hématome presque surréel quoi, et qui rendait l'image à la fois malaisante et captivante quoi. C'était assez fou. On a Kurt Angle aussi qui avait catché avec une blessure, mais ça il l'avait pas dit quand il s'était blessé aux vertèbres, hein, une vertèbre fracturée ou quelque chose comme ça. Il avait fait le main event de WrestleMania face à Brock Lesnar. Mm. Tout ce match-là, il était blessé, mais bon, ça, on n'avait pas l'annonce avant le match et Et puis c'était ça pas se voit visible. pas en fait. Voilà, Ouais, c'est ça se ça. voit Ouais. pas. Sinon, je sais pas si tu te souviens du match avec Cesaro qui s'explose les dents sur le coin du ring. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Enfoncé dans la gencive et il continue le match Ouais. comme si de Ouais, rien n'était. ça c'est vrai que c'était une Et ça a fait sacrée la légende prouesse de parce que Cesaro, ça aussi. Hein. ouais, Alors, parce que ça on n'était pas doit en être main event. extrêmement douloureux aussi. Ouais. Ouais, ouais. Là, en plus, on est en main event. C'est toute la soirée repose sur ce match, hein, quelque part. Oui, c'est vrai Et, que ça occulte presque tout. voilà. Et c'est ça qui est dingue. Et derrière, ils nous servent ce qui sera sûrement le match de l'année. Hein. Je vois pas comment Bon, on va ça va réussir être à très dur d'aller les surpasser chercher. Hein. ça. Voilà. Et comme tu dis, c'est un des meilleurs Hell in a Cell depuis longtemps. Moi, je suis pas particulièrement client de cette stipulation. Si au préalable, t'as pas une rivalité qui fait le poids derrière.
Là, pour une fois cette année, on avait la rivalité qui allait bien. L'intelligence de faire que un Hell in a Cell, ça serait vraiment bien qu'ils continuent à faire ça comme ça. Ça sert à rien de mettre les filles dans la cage, etc. Non, et puis c'est bien, je trouve. Le main event, c'est le Hell in a Cell, il y en a Voilà. qu'un, c'est ça. Ça galvaude un peu moins la gimmick, déjà. Voilà, ça la replace. Alors là, pour le coup, ils ont replacé le Hell in a Cell. Ah bah là, ils Bon, ont c'est un statut reforgé un peu la légende. Ouais. Alors là, on voit l'intelligence d'avoir réembauché Cody Rhodes et de le mettre place à Seth Rollins, qui, comme tu le dis, est sûrement peut-être le meilleur catcheur de la WWE. Ça, c'est sûr en vérité. Hein, mais on le sait depuis longtemps que Seth Rollins. Alors après, il a l'occasion de briller, de moins briller. Et quand tu as un mec comme ça, effectivement, tu le gardes pour le main event, tu le gardes pour les grandes occasions, et notamment pour un match comme ça face à Cody Rhodes, si tu veux pas te planter. Donc ouais, peut-être pour des mauvaises raisons, est-ce on est à fond dans ce match, mais après, il faut pas se leurrer si on regarde du catch, hein, c'est pour voir des mecs se taper dessus, se faire souffrir, et aussi pour qu'on ait des fois le réel qui percute un peu la scénarisation. Et là, franchement, moi je suis aux anges parce qu'on vient de vivre un truc qui restera historique dans l'histoire de la WWE. Et ça fait plaisir de voir que peut-être, si Cody Rhodes survit à tout ça, il sera sur le piédestal qu'il mérite et qu'on va enfin avoir une opposition à Roman Reigns qui sera un peu plus crédible que ce qu'on a eu par la suite, ou ce qui marche qu'à moitié, hein, comme un Drew McIntyre ou des choses comme ça. J'ai beaucoup de respect pour Drew McIntyre ou pour Bobby Lashley, mais on sent bien qu'ils sont obligés de forcer, alors que là, Cody Rhodes, c'est lui qui s'impose quoi, pour aller chercher le truc. Personne ne pourra lui voler Ah bah la là, on prestation qu'il pourra a pas faite dire ce qu'il n'est soir. pas allé la chercher. Hein. Voilà, donc ça va être difficile de le critiquer dans l'avenir, quoi qu'il arrive, à part de dire oui, t'aurais pas dû y aller, tu donnes le mauvais exemple. C'est du catch ici, les enfants. Hein. C'est pas une compétition de tricot ou une course d'escargot. Hein. C'est pas du curling, quoi. Donc, ben voilà, hein, je pense que toi comme moi, on a été complètement soufflé par ce main event. Absolument incroyable. Voilà, ça arrive de temps en temps qu'on rentre dans l'histoire du catch. Ben là, on y était, les enfants. Donc, on vous recommande évidemment, effectivement, d'aller voir tout ça. Et ben du coup, c'est l'heure du mot de la fin. Hein. Bon, Giscal, on va devoir donner un top, un flop et une note. Je t'écoute. Alors, mon top. Écoute, je vais pas le donner à Cody Rhodes parce que, enfin, c'est trop évident, même si vous avez quand même compris hein, que c'était le top, mais on va en profiter parce qu'on vient de passer, je pense, presque plus de 20 minutes sans problème. On verra à l'enregistrement sur ce match. Mais je vais revenir un petit peu plus bas dans la carte. Écoute, je vais revenir et je vais filer un petit coup. Je lui avais donné un mini flop à Backlash. Bah, je vais lui donner un mini top à Madcap Moss. Je vais lui donner un petit top parce que, écoute, dans ce pay-per-view où il avait toutes les chances d'être un peu perdu, d'être un peu noyé, parce qu'il y avait quand même tout un tas d'affiches plus alléchantes, on va dire, que son match quelconque contre Baron Corbin, qui plus est une redite. J'ai trouvé que cette fois, il avait capitalisé sur son moment, il avait sorti quelque chose d'intéressant, il a montré des choses qui sont prometteuses. Écoute, je suis content pour lui. C'est des moments qui sont importants dans des carrières de jeunes catcheurs comme ça. Donc, tant mieux pour lui. Et on va le suivre à l'avenir. On va voir comment est-ce qu'il arrive à transformer cet essai que la WWE lui propose, en tout cas de tirer là. Donc, Madcap Moss, bravo, bonne prestation et bon no holds barred sur ce pay-per-view. Et mon flop, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile parce que tout a été très très Même bon. le rap de MVP, on peut pas lui donner. Ouais, exactement. J'ai pas envie de tirer sur l'ambulance théorie Mustafa Ali parce que ça reste un bon match et voilà, c'est plus la faute de la WWE. Je sais pas, j'ai pas vraiment de flop. Peut-être Liv Morgan parce que je l'aime pas. Je peux te dire Liv Morgan. La pauvre. Oh, non, j'ai pas content. Hein. Ouais, j'ai pas vraiment de flop. Et puis écoute, ma note, je vais me garder un peu de mou parce que l'année n'est pas terminée, mais je vais donner un 4,5. Ouais. Je vais donner un 4,5 à ce pay-per-view qui
Bah ouais, qui a été fait avec le main event, quoi, qui est un main event absolument historique, qui mériterait 5 à lui tout seul. Hmm. Mais au demeurant, le reste de la carte, écoute, j'ai été agréablement surpris par ce Ouais. Pour pay-per-view. une carte J'en qui payait attendais, pas de mine. Hmm. ouais, j'en attendais pas grand-chose. Voilà, on était sur un build qui était relativement mauvais quand même Ouais, sur ce c'est Hell in a vrai. Cell. Hell in a Cell, c'est un petit peu comme Extreme Rules fut un temps. Je crois pas que ça n'existe plus, mais c'est des Hmm. pay-per-view qui sont censés être vachement axés autour de rivalités assez sanglantes, assez Hmm. intenses, des grosses stipulations. Et au final, à aucun moment dans le build, j'ai eu l'impression que des matchs sur la carte méritaient, on va dire, enfin, on se sentait pas aller vers Hell in a Cell. Et bah écoute, après avoir fermé ce pay-per-view, qui plus est avec le main event évidemment, mais j'ai eu un pay-per-view qui était bien intense, qui était bien costaud, bien violent, avec des gros mastocs qui se sont foutus sur la tronche, des gros matchs de costaud, ça m'a bien plu. Donc bah écoute, des pay-per-view de transition comme ça, j'en demande plus souvent. Hmm. On est vraiment sur un bon format là, avec Ouais. ce format maintenant un peu plus court et qui laisse la part belle aux 4 gros là. Hmm. Donc ça m'a bien plu, ça m'a beaucoup plu même. Est-ce que c'est pas la WWE qu'on aime, ça? Ah Ces si, pay-per-view comme ça, hein. Ouais, et ben écoute, je te rejoins sur beaucoup de choses. Le top, j'aurais pu le. Bon, alors, évidemment, on peut le donner au main event. oui. Ça crève les yeux. J'aurais été tenté, d'ailleurs, je voulais le donner à Madcap Moss également, Ah, mais tu m'as piqué mon top. Alors, qu'est-ce que je vais faire? décidément. Moi, j'ai envie de le donner à la construction de la carte, même si on aurait pu placer le Mustafa Oui. Ali théorie un peu plus tôt, le fait qu'on soit sur quelque chose de plus court et surtout qu'on a fait que un Hell in a Cell, une défense de titre intermédiaire, je trouve que ça fonctionne très bien. Alors, on a eu quand même des années où à chaque fois on disait Takeover a piqué un peu le Starlight du show du main event. Le mieux, c'est quand même NXT, etc., etc. Ça, c'est fini maintenant, hein. Maintenant, on a un Takeover. Alors, on vous en reparlera peut-être du In Your House de NXT, mais c'est complètement anecdotique par rapport à ce qu'ils nous ont servi ce soir. Surtout avec une carte qui payait pas de mine. Et je pense que l'intelligence, c'est d'avoir fait que un Hell in a Cell et d'avoir pour le reste laissé les catcheurs briller avec en leur laissant voilà, ne Mm. pas sur-scénariser les matchs, comme ils ont eu tendance à le faire beaucoup. Et là, pour ce soir, on n'a pas eu de finish à la con où on s'est arraché les cheveux en se demandant ce qu'ils étaient en train de faire, quoi. Il y a tout En qui coulait effet. de source, Mm. il y a tout qui coulait de source, et on a eu ce moment historique enfin. Et je pense qu'il y a une partie de la réussite qui est due au dosage qui a été faite au niveau de la construction de la carte. Donc là-dessus, je vais mettre le top, avec surtout le fait de ne faire que un Hell in a Cell. Là, je pense qu'il faut que ça fasse école, hein. Ouais. Euh, le flop, comme tu dis, c'est difficile, hein. Je sais pas. J'ai envie de le donner à la défaite de Mustafa Ali. Je pense que ça aurait peut-être mieux de le faire gagner. Théorie peut reprendre après le titre quand bien même lundi ou quelque chose. C'est un petit peu dommage toujours de faire perdre l'enfant du pays, je pense. Une petite pop Ouais, ouais. du public du Mm. Chicago, ça aurait été pas mal. Surtout que derrière, ils n'avaient pas trop à s'inquiéter. Enfin, ils avaient peut-être beaucoup à s'inquiéter quand même. On n'aurait jamais cru qu'ils nous sortiraient un main event comme ça, de toute façon. Non. Le flop peut aussi aller à la blessure de Cody Rhodes, mais quelque part, c'est un top aussi. Donc voilà. Alors moi, j'avais prédit un moonsault du haut de la cage de Cody Rhodes. On l'a pas eu, mais on a eu quelque chose de bien meilleur. Enfin, je sais pas. C'est mitigé quand même dans le cerveau, hein, parce que tu sais pas si tu dois être content ou pas content avec cette blessure. En tout cas, bel Écoute, en tout exemple de cas, dépassement on de soi, hein. espère que si c'est 6 mois comme ça semble être le cas et qu'il n'a pas aggravé quoi que ce soit, Ouais, ça va nous faire un sacré retour pour le Royal Rumble ouais, et une sacrée road. Ouais. ouais, ouais. Donc là, bon, moi, je suis maintenant désormais fan numéro 1 de Cody Rhodes, hein. Qu'est-ce qui reste? Une note? Je vais mettre comme toi 4,5, hein. Faut se garder des munitions On se pour la garde des suite. cartouches, on sait jamais. Ouais, Ouais. voilà. Bon, c'était historique. Tout a été très bien exécuté, mais à la base, c'était quand même une carte un peu sèche, quoi, hein. Il n'y avait pas de quoi s'emballer au départ et Non, la non, non. construction était Non, pas d'ailleurs, bonne, il donc n'y a on que peut pas. deux ceintures, pas de Ouais, titre suprême. C'est vrai qu'il y avait vraiment. beaucoup d'ingrédients pour que ce soit pas terrible. Mm. Ce qui Fallait- renforce d'ailleurs
la bonne impression de se dire qu'ils ont réussi à faire beaucoup avec pas grand-chose, quoi. Mm. Mais, J'ai l'impression que ça devient un petit peu la marque de fabrique en ce moment de la WWE, c'est-à-dire d'avoir des weekly qui sont assez faibles. Et par contre, derrière, des pay-per-view, enfin des premium live events, comme on dit, qui envoient la sauce, par contre. Donc, bon, on préférerait avoir toutes les semaines aussi de la qualité, mais c'est quand même bien quand tout est rattrapé par un premium live event. On espère absolument. continuer sur cette lancée. En tout cas, voilà, vous aurez compris que c'était quand même un pay-per-view historique qu'on vous invite fortement à aller regarder. Hein. Ah oui, ça, faut pas le louper, celui-là. Ne zappez pas, prenez votre temps. C'est pas si long en plus, c'est tout à fait digeste. Et c'est quand même incroyable ce final. Bon, qu'est-ce qu'il faut parler? L'autopromotion. On est. Oui, ça c'est important, ça aussi. Oui, bah oui, je vous ai pas parlé. On est sur Twitter, figurez-vous, @catchupcdc. C'est très important d'aller sur Twitter. Vous y retrouverez toutes les informations qu'on donne sur Twitter. C'est vraiment, vraiment très important. On est aussi sur Facebook et Instagram, mais moins souvent. C'est peut-être amené à disparaître. Donc, si vous voulez nous voir, C'est maintenant ou jamais. c'est maintenant ou jamais. C'est bien, on ferme bientôt. On est sur toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, évidemment. On est sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être informé dès qu'on a un nouveau contenu qui sort. Tout ça, c'est gratos. Discord, on y est aussi. L'invitation pour nous rejoindre et discuter, c'est dans la description. Et on vous annonce que les résultats des pronos seront divulgués dans la review de Monday Night Raw en ligne très très rapidement pour savoir qui a fait le meilleur score. Je pense que c'est Giscal. Hein, Sans doute, enfin j'imagine, hein. Je suppose. Le challenge pour les auditeurs, c'est de savoir à combien de points vous êtes derrière moi. voilà, Vous le saurez lors de la review de Raw, en effet. c'est ça. Essayez d'être le deuxième derrière Giscal. C'est le but. Ça. Alors, il y a une ceinture roll-up qui est en jeu à chaque pay-per-view. Et puis, bien sûr, un champion total, le maillot jaune, qui sera d'ailleurs finalisé dans le dernier match, dans le dernier pay-per-view, donc normalement WrestleMania. Hein. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc, tout ça, tous les résultats dans la review de Monday Night Raw. Je pense que je n'ai rien oublié. On est aussi sur clapping.tv. Tiens. Ah. Eh oui, toutes les semaines. Vous pouvez nous retrouver à chaque fois qu'on sort un nouveau programme. Et j'ai l'air surpris, ça fait pas sérieux. Oui. Oui. Je rappelle que Giscal revient de vacances. Oui, je suis pas au courant de tout. De longues vacances. On va pas redonner tous les accès, je sais pas tout encore. Tout doucement. Bientôt, tu seras au top. T'inquiète pas. Oui. La prochaine fois. La prochaine fois. On fera mieux. La prochaine fois. C'est toujours une promesse qu'on vous fait. Ça, c'est toujours valide, ça. Exactement. Voilà. Bah, écoute, mon bon Giscal, d'ailleurs, merci beaucoup d'être venu. Bah, écoute, un grand plaisir. Merci à toi d'avoir assuré cette présentation impeccable. Je te remercie et évidemment, c'est un plaisir partagé. Voilà, on espère qu'on refait ça bientôt. Et puis les amis, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous enregistrer. On vous rappelle qu'on a en ligne quand même, ça je l'ai pas dit, un You Talk Too Much avec le président d'Aya Catch pour que vous connaissiez un petit peu tous les secrets du catch français. Vous pouvez aller écouter ça, comment on monte une école de catch, comment le catch c'est l'école de la vie. Allez écouter ça, c'est en ligne, nos reviews de Monday Night Raw, de SmackDown, tout ça c'est en ligne et on a aussi le pré-show. C'est mieux de l'écouter avant de nous avoir écouté. Hein, c'est peut-être un peu tard pour vous en faire la promo. Oui. Mais bon, hein, on n'est pas à une erreur près. Voilà. Bon, mon bon Giscal, encore merci. Les amis, à bientôt. On se retrouve très très bientôt. Ciao, bye bye. Allez, ciao tout le monde. Il faut toujours laisser un peu de temps après ou pas? Ou c'est fini? Ouais, il faut faire une blague, etc. Ah. Genre quoi, le catch féminin c'est trop bien ou un truc comme ça? Ça c'est marrant.